Tu me dis quand on est en live? On est en live. Ok, bonsoir tout le monde. Là, ça marche. C'était vraiment une galère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a parlé avec Akina 5 minutes avant le live et on a parlé cet après-midi et ça marchait très très bien, quoi. Mais voilà, maintenant ça marche, quoi. C'est cool, quoi. Donc, bonjour à tous. Eh Mais bien, salut la famille. Salut pour la l'instant- famille. C'est Akina sur le front médiatique et je suis heureux ce soir de vous accueillir pour la première mission d'une nouvelle série qui s'appelle Les Soldats numériques. Et pour cette première émission, je reçois Fils de Pangolin, qui est un guerrier du numérique emblématique sur la toile, même s'il est arrivé assez récemment. Il réalise des doublages en version française de vidéos pour mieux comprendre le monde. Et donc, on va essayer, on va avoir un échange pour mieux le connaître, comprendre son engagement, parler aussi des projets en cours, réfléchir avec lui sur les stratégies possibles pour nous, notre armée de soldats du numérique, et évidemment avec notre combat qui est pour la liberté d'expression. Donc, bonsoir à toi, Fils de Pangolin. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être là. Tu as un magnifique avatar pour Oui. cette émission. Je suis heureux de t'accueillir avec un visage, certes un avatar, mais au moins on peut te voir d'une autre manière quand même. Voilà, je sais qu'il y a des gens, j'ai communiqué un petit peu sur Twitter et sur Telegram, moins sur Telegram, mais en tout cas sur Twitter, parce que Twitter c'est toujours assez violent. Il y a des gens à qui ça plaît pas et tant pis, quoi. Je veux dire, moi j'utilise ce truc-là. Il y a des gens qui trouvent ça déshumanisant, alors qu'en fait j'ai juste rajouté quelque chose en plus par-dessus ma voix. Il y a juste un visuel et que j'ai aussi pensé que de faire ça, ça pouvait inspirer en fait d'autres chaînes à se dire, bah voilà, il existe un intermédiaire entre se montrer et ne pas se montrer. Ce qui permet, là moi j'utilise OBS et en fait le fond qui est derrière moi est directement transparent et ça me permet de pouvoir parler ou produire à la limite une vidéo rapidement. Voilà, donc je pense que c'est une bonne finalement. Enfin, je comprends ce que les gens disent quand ils disent c'est déshumanisant, mais enfin je sais pas, il y a des gens qui ont dit Internet c'est déshumanisant quand Internet c'est sorti et au final, enfin je sais pas, je serais pas catégorique pour les gens qui disent que c'est déshumanisant, mais faut qu'ils y réfléchissent peut-être à deux fois en fait à quoi ça peut servir, quoi, véritablement. À la fois, on pourra jamais répondre aux besoins et aux sensibilités de tout le monde, et à la fois, ça peut être une alternative pour les individus qui veulent garder un anonymat relatif. Aujourd'hui, dans notre époque, chacun porte l'engagement qui lui est propre en fonction de ses réalités, complexes, familiales, personnelles, professionnelles. Et donc, je te remercie d'avoir mis en œuvre cet avatar pour cet entretien et cet échange qu'on va avoir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on te connaît donc surtout à travers tes vidéos de doublage. On connaît encore peu de toi. Donc, on va aborder plein d'enjeux et de questions. Mais pour commencer, déjà encore un grand merci d'avoir accueilli et d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais simplement que tu te présentes rapidement pour ceux et celles qui te connaissent peu ou pas. Donc rapidement ton parcours et après on rentrera dans le vif de cet échange. D'accord. J'ai commencé. Enfin, ça dépend. Tu veux qu'on commence où? Tu veux qu'on commence loin ou tu veux qu'on commence rapidement. Comment tu pourrais te présenter pour la communauté en 1 ou 2 minutes? Je suis quelqu'un qui, en mois de mars dernier, a commencé à faire des doublages sur YouTube parce que j'étais sur des groupes Facebook et je me rendais compte qu'en fait, on ressassait tout le temps la même information. Donc je me suis dit qu'il fallait créer de l'information justement et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des doublages sur les histoires de trafic humain, voilà, les trafics d'enfants et tout ça, et c'est vraiment ce qui m'a touché et c'est ce qui m'a fait mettre le pied à l'étrier une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà, et donc j'ai fait des doublages, j'ai commencé par ça tout simplement. D'accord, et pour savoir aussi un peu quel est le moteur de ton engagement, toi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est intolérable dans notre société et qui est donc une force et un moteur pour donner de ton temps comme ça, pour œuvrer pour une cause commune? Alors, je dirais que ça a changé au fil du temps. En tout cas, mes priorités, par exemple, au fil d'un an, parce que ça s'est joué sur un an. Avant, c'était vraiment cette histoire. Je voulais vraiment. Je me suis dit, si je peux faire du doublage et que des gens ailleurs, autres que moi, prennent conscience de la réalité du trafic d'êtres humains qui peut exister sur la planète, j'aurais déjà gagné quelque chose, parce que d'autres gens seront au courant et en fait, j'aurais pas utilisé mon temps pour rien. Aujourd'hui, je vois le truc sous un prisme différent, puisqu'en fait, cette année nous a donné son gros lot de censure. Et aujourd'hui, vraiment, moi, ce qui m'enrage, c'est la censure. Et en fait, j'ai vraiment envie, c'est ce que je fais, d'essayer de lutter contre la censure, contre
comme je l'appelle, une sorte d'holocauste qui est mené sur la liberté d'expression en ce moment, qui a vu son... Ben ouais. Certains parlent de camisole numérique. Ouais, on peut voir ça comme ça, quoi. Bien sûr. Oui, parce que c'est même pas... En fait, on peut pas tuer la liberté d'expression, elle est juste partie en exode ailleurs. Et c'est juste qu'il y a un exode en ce moment qui est en train de se produire, on en parlait tout à l'heure, vers d'autres réseaux sociaux, d'autres médias, puisque en fait sur Twitter, il n'y a pas de liberté d'expression, hein, tout simplement. Pour moi, la liberté d'expression, elle doit être totale, évidemment, dans le cadre des choses raisonnables, c'est-à-dire pas d'appel au meurtre, de choses comme ça, tu vois, évidemment. Mais pour moi, elle doit être totale sur tous les sujets. Sinon, il n'y a pas de liberté d'expression, ça n'existe pas. Et pour même aller plus loin, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, puisqu'il faut pouvoir librement débattre en fait des problèmes de société pour pouvoir prétendre avoir une démocratie. Donc en fait, la liberté d'expression est fondamentale et elle doit être totale. Voilà, c'est mon opinion et je la défends et voilà, c'est tout. Et donc après un peu moins d'une année d'activité sur cette chaîne de traduction, quels sont les résultats de ton engagement à la fois en termes d'audience et aussi au niveau communautaire, au niveau humain? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme retour, comme bilan après un peu moins d'un an d'engagement intensif et avec un succès quand même assez impressionnant? Je suis de nombreuses chaînes YouTube depuis de nombreuses années et ta chaîne a eu quand même une croissance incroyable, malgré la censure, des algorithmes et toutes les contraintes qu'on peut rencontrer dans nos activités sur des sujets sensibles qu'on aborde. Ouais, je pense que c'est avant tout, il y a eu un succès en fait qui est juste symétrique au manque d'informations qu'il y a dans les masses médias. En fait, c'est le revers, quoi. Ça, et puis il y a d'autres. On parlait tout à l'heure alors je sais plus si avec toi je parlais de ça, mais de couches de qualité. Les couches de qualité, c'est-à-dire, c'est un ami à moi, peut-être s'il nous regarde, il se reconnaîtra. Il s'appelle Alex, qui un jour, il y a longtemps, m'a parlé de ça. Et il m'expliquait en fait, quand tu vends quelque chose, entre guillemets, quand tu fabriques quelque chose, il y a différentes couches de qualité. Et les couches de qualité, par exemple, ça va être une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image, un bon titre, une bonne vignette, une bonne façon de communiquer, une belle identité visuelle. Et en fait, quand tu assembles toutes ces couches de qualité, que tu prends soin de chacune de ces couches, et ben en fait, tu finis par avoir, entre guillemets, c'est un terme de marketing, mais le produit, on va dire, qui convient au plus de monde. Tu vois, qui est plus facile à intégrer, en fait. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Ben oui, il ne faut pas que ce soit austère. Il faut que ça reste très friendly et j'ai voulu vraiment inculquer ça, enfin pas inculquer parce que c'est pas c'est pas le bon mot du tout, mais véhiculer en fait cette idée auprès des autres chaînes qui était de faites des vignettes, faites un logo et puis après, tu n'as même plus besoin de le dire, puisqu'en fait, quand 2 ou 3 chaînes commencent à faire ça, et ben en fait, ça devient un processus naturel. Les gens le font par eux-mêmes. C'est comme de dire, d'essayer de faire monter d'autres chaînes en leur faisant la promotion. Et ben en fait, tu crées en fait cette même attitude chez d'autres gens qui va se répéter en fait, qui est de dire, ok, moi un jour j'ai été aidé. C'est bien de se faire aider, c'est vachement cool, ça permet de tous émerger vers le haut. Et moi, quand j'aurai atteint une certaine audience, ou même quand j'aurai même un peu moins, et je peux aussi faire la promotion d'autres chaînes pour qu'en fait, juste cette attitude se répète. Tout à fait. La meilleure manière de convaincre les autres, c'est de montrer l'exemple. Et d'ailleurs, je te remercie aussi en mon nom propre, avec ma chaîne Akina et avec les décodeurs et toi-même, vous avez promu ma chaîne à travers 1 ou 2 lives. Et j'ai vu les conséquences directes en termes d'abonnés et en termes de visibilité. Et c'est aussi super positif d'avoir tiré la communauté des soldats du numérique sur ces enjeux d'identité et de couches de qualité, pour pouvoir aussi s'adapter donc à notre époque. Aujourd'hui, nous sommes face à des masses médias qui ont des moyens colossaux au niveau technique, au niveau financier, et donc ils ont la capacité de produire des contenus qui définissent donc des codes culturels et des codes de communication. Public, avec de l'argent public parfois. Et donc, toute cette transmission que tu nous as faite a été quelque chose de, je pense, très positif et très constructif pour notre armée. Et d'ailleurs, dans cette expérience que tu as, on sait qu'aujourd'hui, pour apprendre, il faut essayer, faire des erreurs et se réajuster en permanence. C'est le principe même de l'apprentissage. Donc, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ce soir, j'ai eu un problème technique avec ce nouveau logiciel. J'assume entièrement et ça me permettra la prochaine fois d'anticiper de potentiels dangers
d'autres problèmes. Et donc, est-ce que tu pourrais nous partager quelques freins que tu as rencontrés au cours de cette année de cette chaîne YouTube et des difficultés, donc voilà, les freins, les difficultés pour pouvoir potentiellement anticiper et nous permettre à nous, jeunes arrivants ou futurs arrivants, de tirer des leçons d'expérience de membres de la communauté. Alors justement, en lisant les questions de tout à l'heure avec ma femme, j'ai lu les questions, puis je dis bon bah ça, parce que Akina m'a envoyé quelques questions sur quoi ça allait tourner et tout ça, et justement sur cette question, je me suis dit bah personnellement, j'ai pas rencontré de frein particulier dans l'évolution de ma chaîne. Je pense pouvoir donner des conseils effectivement sur des choses basiques en fait, mais des fois, en fait, c'est juste que la personne qui débute et qui fait une chaîne, en général, un an plus tard, si je lui donnais un conseil aujourd'hui, un an plus tard, elle se dirait bah, évidemment. C'est-à-dire que faire des vignettes, c'est évident, tu vois. Mais pourtant, on le dira jamais assez. Se faire un logo, c'est évident. Trouver un nom, c'est évident. Mais il y a des gens qui arrivent encore à sortir des chaînes et ne pas faire de vignettes. Alors après, attention, c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est aussi une question de temps. Les gens ne savent pas comment faire, et il faut s'équiper d'outils en fait pour faire tout ça. Donc, est-ce que j'ai des conseils à donner? Déjà, éviter de trop miser sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On a vu que il y avait aucune pérennité sur Twitter, il y a aucune pérennité sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Clairement, j'en ai fait l'expérience personnellement, rapidement. Il n'y a aucune pérennité. Tu peux pas te développer, en fait. Enfin, tu peux te développer, mais à un moment donné, tu vas te faire stopper par quelque chose. Il y a le poids de l'idéologie de Facebook ou de Twitter qui va dire non, c'est pas possible que tu dises ça, faut que tu dégages. Tu vois. Et donc, de là commence l'exode, en fait, vers d'autres réseaux sociaux. Moi, j'invite les gens à aller sur Gab. Gab, c'est vraiment un super réseau social. Ça fonctionne de mieux en mieux d'ailleurs, parce qu'ils avaient eu une surcharge à cause de l'exode, on va dire, des réseaux sociaux, parce qu'ils avaient fermé Parler. Amazon avait coupé le câble de Parler. Justement, pendant l'exode, juste après qu'ils aient supprimé Donald Trump de Twitter, ils savaient qu'il y avait un exode massif de gens, d'internautes vers d'autres réseaux sociaux, et qu'ils ils ont voulu couper ça, ils ont voulu couper court à tout ça en supprimant Parler en fait de la surface de la Terre, tu vois. Ça a été une violence, et comme je disais tout à l'heure, c'est certainement probablement très illégal de faire ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est de la coupure de service du jour au lendemain, quoi. C'est complètement ahurissant. Et moi, mon combat, c'est vraiment celui-là aujourd'hui. Ce qui m'écœure aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est la censure, c'est le fait qu'on nous empêche de parler. Enfin, pour moi, c'est ahurissant, c'est inimaginable, tu vois. Ce qui est illégal. Je me battrais d'ailleurs, hein. pour tout ça, quoi. C'est pas possible qu'on nous empêche de parler. Pour moi, je m'y ferai jamais, tu vois. C'est un truc, c'est pas possible. Enfin, voilà. D'ailleurs, on a bien vu. J'ai un peu dévié, mais non, mais c'est très intéressant. C'est à bâton rompu. Hein. On est entre nous, on est en famille, comme souvent j'introduis mes vidéos. Et ça fait penser que Telegram avait gagné plus de 25 millions d'abonnés en 72 heures, en 3 jours. C'est quand même des chiffres énormes. Et aussi, pour revenir sur Gab, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec le monde des logiciels libres. Parce qu'en fait, Gab, c'est un fork, donc en fait, c'est une fourchette qui est basée sur le logiciel Mastodon. Et Mastodon, c'est une alternative à Twitter. Et en fait, Mastodon, c'est donc le programme en fait qui permet d'avoir une interface web ou application mobile sous forme avec une approche plutôt mode Twitter, parce que chaque réseau social a ses particularités. Et donc Mastodon, c'est un logiciel libre, donc ça veut dire qu'à la fois le code est libre, donc tout le monde y a accès. Et tout le monde a la capacité d'installer donc ce type d'outil sur son propre serveur. Et donc, au lieu d'être chez les GAFAM, et donc de se faire voler notre indépendance à travers la censure, la fermeture de comptes ou la manipulation des algorithmes, et ben en fait l'intérêt de ces logiciels libres comme Gab qui est basé sur Mastodon, c'est des outils qui nous permettent de prendre notre indépendance, notre souveraineté, et je pense que c'est aussi au cœur de la bataille, vu que nous sommes conscients que les GAFAM sont en aucun cas nos alliés, ce sont plutôt nos ennemis de classe. C'est nos pires ennemis, hein. Ces gens sont nos pires ennemis. Hein. Voilà, c'est nos pires ennemis. Ah ouais. Et donc là, on parlait de Twitter avec les alternatives Gab. On a vu en 2020 la plateforme Odyssey qui est basée donc sur Library, qui a pris beaucoup d'ampleur en France avec des chaînes comme Sylvano qui ont fait plus de 3 millions de vues et d'autres qui ont des résultats très, très encourageants.
Et donc, dans tous les domaines, en fait, les alternatives existent déjà. Personnellement, je suis très actif sur les réseaux depuis de nombreuses années. On a mis longtemps à aller vers ces nouveaux réseaux parce que une des difficultés, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus avant de pouvoir aborder d'autres logiciels libres qu'on pourra aborder dans la soirée. Une des difficultés de ces réseaux-là, c'est que potentiellement, on peut s'enfermer en fait dans une bulle communautaire avec donc le reste de la population et du grand public qui reste sur ces GAFAM qui violent le droit et la liberté d'expression et qui influencent évidemment donc les opinions des gens à travers la manipulation des fils d'actualité ou des fils Twitter et autres. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la stratégie entre aller sur cette nouvelle plateforme tout en restant sur les anciennes? Comment tu vois cette question-là, s'il te plaît? Effectivement, il y a un schisme qui est en train de se créer entre deux camps, quoi. C'est-à-dire les conservateurs et les démocrates de l'autre, ou en tout cas la gauche et la droite de façon générale, tu vois. Il me semble, je pense qu'on peut déterminer ça comme ça, et que ça va venir cloisonner forcément un peu plus, quoi. Tu vois, c'est un petit peu à un moment donné, c'est choisis ton camp, quoi. Il y a un peu de ça là-dedans, quoi. Tu vois. Et il faut voir comment Gab se fait traîner dans la boue dans les médias français. Ça fait déjà des années, parce qu'en fait, ils le savent très bien que ça va se finir sur Gab. Ils le savent que donc forcément ils crachent dessus par avance en disant c'est un vivier de je sais pas quoi, d'extrême droite nazi qui tendent le bras, je sais pas quoi, des immondices qui balancent là-dessus, tu vois. Alors qu'en fait, ce sont des individus sur un réseau social qui échangent. Tu vois, c'est rien de plus, rien de moins. Moi, j'ai des gens qui sont pas du tout des influenceurs, entre guillemets, qui étaient sur Twitter, qui partageaient des trucs comme ça. Ils avaient 50 personnes qui les suivaient et qui se sont fait supprimer de Twitter. Je veux dire, d'ailleurs, je trouve assez incroyable que je sois encore dessus. Moi, tu vois, je comprends même pas, tu vois. Bon, après, j'essaie parfois de ménager un peu le truc, tu vois, pour éviter, parce que je sais que stratégiquement, ce serait pas bon que je dégage de Twitter, tu vois. Parce que ça me permet de transvaser des personnes d'un réseau social à un autre, tu vois. Ça me permet toujours de toucher les gens qui ne sont pas sur Gab. C'est vrai que les gens sur Gab, j'ai envie de te dire, s'ils sont sur Gab, c'est qu'ils ont été dégagés d'ailleurs, tu vois. C'est que eux, les gens qui sont sur Gab ont déjà compris ce qui se passait. Et donc, le but, c'est de ramener... Mais de toute façon, la censure comme va attaquer des gens de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer jusqu'à des gens qui vont dire tiens, je pense à un gars là, je regarde un gars de temps en temps qui s'appelle Psyodélique, tu vois, et lui, juste, il avait tweeté quoi? Il avait tweeté Ellen Page et il s'est fait ban 2 semaines parce qu'il s'est fait signaler par tout un tas de JW et il s'est fait ban 2 semaines parce qu'il avait tweeté Ellen Page. Enfin, quand même, on en est là, quoi. C'est-à-dire que tu peux tweeter un truc, si des gens jugent que machin ça va pas, tu peux te faire ban pendant 2 semaines, puis après ban, après 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après t'es supprimé, tu vois. Donc le problème c'est que supprimer des gens qui n'auraient pas déjà encore compris ce qui se passait au niveau des réseaux sociaux, c'est à mon avis de la part de Twitter tirer une balle dans le pied, tu vois. Comme la suppression de Donald Trump de Twitter. Enfin, c'est complètement stupide d'avoir fait ça, quoi. Enfin, moi, si j'étais de leur camp, si j'étais dans l'équipe de Dorsey, j'aurais dit pendant la réunion, j'ai fait mais ça va pas, on fait pas ça, le masque il va tomber, ils vont voir qu'en fait on a une idéologie, ils vont le voir, tout le monde va le voir, tu vois. Et j'aurais été dans leur équipe, j'aurais dit mais faites pas ça, vous êtes fous, quoi. Mais ils l'ont fait quand même, tu vois. Enfin, parce que certainement que peut-être qu'ils se sont sentis vraiment très menacés par le fait que le mec il puisse parler à 80 millions de personnes de façon directe à un moment donné où tout le monde va lui pourrir la gueule, tu vois. Tout à fait, la censure à la fois est une épreuve pour nous, soldats du numérique, mais à la fois c'est aussi une bonne nouvelle, non pas dans le sens qu'on va pouvoir, enfin ça va nous mettre des contraintes pour pouvoir toucher du monde, mais cela montre aussi que les GAFAM et que tout le monde qu'on combat de cet état profond, de cette grande oligarchie internationale, de ces grandes multinationales et de ce monde bancaire qui domine donc le monde, sont pas si confiants que ça. Parce qu'aujourd'hui, des individus qui sont seuls dans un petit bureau avec un petit ordinateur et une petite caméra, qui se font censurer alors qu'ils ont des moyens qui sont ridicules par rapport à des rédactions comme BFM qui ont 500 salariés ou comme Le Monde. Et bien, cela montre qu'à l'échelle individuelle, malgré nos petits moyens, malgré des compétences qu'on acquiert jour après jour et on est obligé d'avoir plusieurs métiers à la fois parce qu'on doit faire du graphisme, de la recherche, du son, etc. Et bien, au final, est une bonne nouvelle en étant une mauvaise nouvelle. Ouais, non, effectivement, on est obligé de se spécialiser dans tout. À un moment donné, tu es obligé de toucher à tout. Et d'ailleurs, pour les gens qui pensent qu'il faut toucher à tout, en fait, c'est pas forcément obligatoire. Il existe aussi des moyens de se faire aider. Donc, ils demandent des fois un petit peu de budget. Je te parlais de Fiverr tout à l'heure.
qui permet de combler des compétences, quoi. Fiverr, tu peux nous en parler rapidement de Fiverr parce que je connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir. Alors, c'est plutôt d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que là, je t'ai montré le site que je suis en train de développer, qui va permettre de réunir en fait toutes les chaînes. Sur ce site que je suis en train de développer avec quelqu'un d'autre, il y a des compétences que j'ai pas et que j'ai trouvées sur Fiverr. Donc, un développeur qui est capable de développer des requêtes pour aller chercher sur Rumble, sur Library, sur Odyssey et sur YouTube les vidéos et les agréger au sein d'une seule et même interface. Ça, je sais pas le faire, moi, tu vois. Mais j'ai trouvé des gens sur Fiverr qui étaient capables de le faire. D'accord, voilà, donc ça, je t'en prie. Non, c'était juste pour dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir toutes les compétences pour mener un projet dont on n'a pas forcément toutes les compétences. C'est possible. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, il y a des équipes aussi derrière les personnes qui font des lives, où il y a différentes personnes qui sont derrière le rideau, qui sont invisibles, mais qui œuvrent aussi avec différentes compétences. Et d'ailleurs, vu que tu nous parles de cette plateforme, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Donc, moi, une difficulté que je rencontre aujourd'hui avec l'intensification de la censure depuis ces derniers mois, parce que la censure est présente depuis longtemps, je la vis et je l'expérimente, donc je peux bien en parler. Mais là, vraiment, depuis les 6 derniers mois, il y a une accélération extraordinaire en termes de censure sur les réseaux. Et donc, ce que je rencontre comme difficulté aujourd'hui, quand je veux suivre le Radio-Canada, puis après, j'ai envie d'aller voir… Radio-Québec, fais gaffe, attention, Radio-Canada, c'est… excuse-moi, Radio-Québec, pardon. Pardon, excuse-moi. On passe sympa, Radio-Canada. Merci. Quand je veux aller voir Radio-Québec, puis après Sylvano, puis après, je veux aller te voir toi, fils de pangolin, puis après, je veux aller voir encore une autre chaîne, peu importe, hein, Thinkerview ou un autre, je suis obligé sur mon portable de naviguer d'application en application. Et donc, on est en fait on a été explosé sur de nombreuses plateformes où il y en a qui sont sur Parler, d'autres ils sont sur Gab, d'autres sur Odyssey, d'autres sur Rumble, etc. Et donc, toi, tu as pris conscience de cette problématique-là pour les citoyens et les internautes qui veulent s'informer en dehors des médias traditionnels qui appartiennent donc à ce grand capital. Et donc, tu es à l'initiative d'un projet que tu es en train de développer, c'est ça ? C'est ça. En fait, la problématique, j'ai pas forcément pris conscience de ça pour les autres. J'avais d'abord pris conscience pour moi. Je me suis dit, j'arrive pas à avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est doublé et tout ce qui est sous-titré. C'est-à-dire qu'on avant, on était bien, on avait des petits hangars. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Moi, j'avais construit mon petit hangar sur YouTube, et puis il y avait un copain qui est venu, qui s'est dit, tiens, moi aussi, je vais faire du doublage. Il a construit son hangar à côté. On était tous chez YouTube, et puis on était tous bien alignés sur YouTube. Tu vois, on était tous bien visibles. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, il y a la censure qui est arrivée. Donc, c'est des espèces de gros avions avec des bombardiers, puis qui ont éclaté les hangars, certains hangars. Ils ont défoncé les hangars. Mais en fait, le mec qui est dans le hangar, qui fabrique le hangar, il meurt pas. Tu vois. Juste, il est reporté ailleurs. Il est obligé de construire son hangar ailleurs. Tu vois. Et après, les gens, quand ils viennent voir les hangars, on n'est plus alignés, tu vois, et c'est un peu le bordel. Et on en est arrivé là, effectivement, avec des gens sur Rumble, des gens sur Odyssey, des gens sur des tubes, sur YouTube, et je ne sais où encore. Et c'est un problème, parce que moi, je veux une vue d'ensemble. J'en ai besoin. J'ai besoin de l'avoir en un claquement de doigts, tu vois. J'ai besoin de savoir si… en fait, je veux tous les sous-titrages et tous les doublages dans une seule et même interface. C'est ce que je veux, tu vois. Et je veux aussi que ce soit mis à jour tout de suite. Je veux que dès que l'une de ces chaînes publie sur ces chaînes, boum, ce soit dans l'interface. Il faut que ce soit automatisé, que ce soit pas manuel en plus. Il faut que ce soit automatique. Et que ce système, une fois mis en place, en fait, il n'y aura plus qu'une seule adresse pour non pas forcément regarder les vidéos, parce qu'après, on peut aller sur les chaînes des gens. Ça, évidemment, hein. Dedans, je donne tous les réseaux sociaux des gens et toutes les chaînes. Mais surtout, il y a une espèce d'interface un peu à la YouTube où tu as par ordre de publication les vidéos de toutes les chaînes qui ont été insérés au sein de ce système. Et ce site, pour ceux qui m'entendent et qui sont des développeurs, ce site sera délivré en open source sur GitHub. Quand il sera développé et qui sera bien et qui fonctionnera bien, il sera donné en open source et chacun pourra le mettre sur son serveur pour exactement faire la même chose qu'on a fait. Qui est un système qui n'existe pas et dont il faudrait absolument fabriquer un service. Il y a des gens qui ont des web agencies en France, peut-être qui nous écoutent, et qui, là-dessus, je vous assure qu'il y a un business model à faire qui est tout simple. C'est si vous permettez à des gens de pouvoir aller sur un site, de rentrer un login, qu'ils aient une adresse personnalisée. Imaginez votre site, c'est videolist.com. Moi, je vais sur videolist.com, je rentre, je m'appelle Pangolin, donc j'aurai l'adresse videolist.com/pangolin, et sur cette page, je peux ajouter une chaîne Rumble, une chaîne Odyssey, une chaîne YouTube, une chaîne des tubes. Et en fait, ça va m'agréger en fait toutes les vidéos de ces chaînes par ordre de publication
au sein d'une seule et même interface. Moi, si j'avais trouvé en fait ce service sur Internet, j'aurais payé pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais Clairement, payé moi pour aussi. ça. Mais oui, absolument, parce qu'en fait, ça voudrait dire que bah, je peux créer. En fait, c'est comme si j'avais mes abonnements privés sur YouTube et que ma page de présentation YouTube, c'était que mes abonnements, que tout le reste, ça n'existait pas, que mes abonnements, tu vois, et que ces abonnements, cette page, je pouvais la partager à tout le monde. C'est exactement ça, en fait. Est-ce que pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous dire ce que ça veut dire un code open source? Parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est lié donc au monde du libre. Exactement, ouais. Mais tout le monde n'a pas forcément de base dans le monde du libre. Donc, rapidement, tu pourrais nous expliquer? Bah, c'est-à-dire que le code va être donné, quoi. Les gens pourront faire ce qu'ils veulent. Et donc, le code, en gros, c'est les lignes de programmation qui C'est permettent ça, après qui d'avoir permettent une interface web et des plugins, des outils d'automatisation, etc. bah en fait, tout le code sera sur GitHub. C'est-à-dire que les gens qui veulent installer ce système sur leur serveur, il faudra éventuellement qu'ils prennent quelqu'un qui s'y connaisse pour installer ce truc-là. Peut-être ça leur coûtera, je sais pas, peut-être 50 €, tu vois, à faire installer le truc sur leur hébergement. Et puis bah voilà, ils auront une petite interface dans laquelle ils peuvent rajouter des chaînes, et puis ça créera dans une seule et même présentation. Je sais pas si on peut montrer. Le problème, c'est que si on montre maintenant le truc, vu qu'on est en train de le développer, il faudrait pas qu'il y ait trop de gens qui viennent le voir tout de suite. Mais c'est bien, ça laisse un peu de surprise, ça laisse un peu, ça me donne un peu d'impatience. Et comme ça, le jour où il sortira, les gens seront encore Mais plus ça va connectés. sortir dans moins de 15 jours. Hein. D'accord, super. Voilà. Ça va sortir dans moins de 15 jours. Ça fonctionne déjà très bien. Maintenant, par exemple, quand j'ajoute une chaîne dedans, bah, ça vient en fait scraper toutes les vidéos. Scraper, ça veut dire que ça vient récupérer toutes les vidéos de la chaîne et ça l'insère dans le système. Donc tout est automatique, description, vignette, titre, les tags, la totale, tu vois, ça prend tout, tu vois. Comme Et fait ça, Odyssée sur YouTube. comme fait Odyssey. Alors pas exactement, parce qu'en fait, nous on récupère pas la vidéo en elle-même. C'est que de D'accord. l'embed. Voilà. Moi je gère aucune vidéo, je n'héberge rien du tout. Puisqu'en Ah, c'est fait, encore plus performant. Je savais pas cet aspect-là. J'avais pas compris ce bah oui, détail. parce que de toute façon Odyssey, Library, ils s'en pas. Donc en fait, c'est là où InfoVF il va être à l'épreuve de la censure, parce que si Library censure pas et que tout ça est accessible au sein d'une seule et même interface, bah en fait, bah la censure elle peut aller se faire voir, quoi. Et moi, ce que je vois de l'intérêt aussi de cette plateforme, c'est que ça permettra de partager à des gens qui sont pas forcément aussi passionnés par l'information et la compréhension du monde que nous, une interface unique où ils pourront accéder à une somme de chaînes qui produisent un contenu qu'on considère de qualité. Évidemment, c'est un avis subjectif, mais donc ça permettra aussi de faire un peu une forme de site vitrine, de site où voilà les gens qui découvrent un peu cet univers-là auront accès à déjà toute une interface avec des contenus qui abordent plein de sujets de société divers et variés, des revues de presse, des traductions, des interviews, etc. Enfin, tous les types de vidéos possibles. Bah, en fait, ça va réunir. Il y a 3 catégories: émission, doublage et sous-titrage. Et puis où Super. tu peux afficher tout, quoi. En fait, c'est vraiment très simple. Hein. Tu as vu l'interface tout à l'heure. C'est vraiment très épuré. Il y a 3 fois rien. Hein. Il y a juste les vidéos en liste avec des vignettes, comme sur YouTube, quoi. C'est Et tout bête. ce que je trouve vraiment passionnant aussi dans ta démarche, c'est donc évidemment, moi je suis ta chaîne depuis longtemps, mais tu nous parlais au début de l'entretien des enjeux de rendre sexy les contenus, et donc tu as tiré vers le haut la communauté là-dessus. Tu nous as parlé de se mettre en réseau et de se valoriser les uns les autres pour pouvoir en fait faire connaître nos audiences réciproques et aider les nouveaux arrivés. Là, tu nous parles de ce site plateforme, et il y a un autre projet aussi que tu as lancé donc au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. J'ai un compte personnel dessus qui s'appelle trad.pub, et parfois Ouais. quand je tombe sur des vidéos passionnantes, principalement en anglais parce que c'est la seule langue que je maîtrise relativement pour pouvoir comprendre au moins la moitié du contenu, j'envoie en fait cette vidéo sur trad.pub. Est-ce que tu nous peux parler aussi donc de l'idée de ce site-là, comment elle a émergé et comment tu l'as développé, et aujourd'hui comment ce site est-ce qu'il est actif et est-ce qu'il fonctionne bien, quelle communauté, enfin voilà, parle-nous un peu de trad.pub s'il te plaît. Alors justement, c'est marrant que t'en parles. Alors pour expliquer un peu la genèse de trad.pub, ouais, il y a Caroline qui écrit sur mon chat, elle écrit sexy. Sexy dans le sens, parce que là tu as parlé du mot sexy, sexy dans le sens kawaii. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit facile à ingérer en fait l'information. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit emballée. Je veux dire, si par exemple, si ton mec il t'offre une bague et qu'il te la balance dans la tronche, toi c'est pas terrible. Alors que s'il se met à genoux, qu'il t'ouvre le truc et qu'il te la met dans un écrin, tu te dis ah
ouais, quand même, ça claque un peu plus. Bah, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est pour ça que je dis Tu peux même augmenter le prix par 10 si tu changes la boîte et tu le mets dans une jolie boîte, quoi. Exactement. Et les médias le savent très bien, les mass médias. Mmh. C'est-à-dire qu'il suffit de présenter bien l'information pour que d'un seul coup, elle soit plus crédible. Moi, si je te mets une bague en zirconium dans une bijouterie sur les Champs-Élysées qui trône, alors qu'en fait, c'est du zirconium, tu vois, et ben, tu vas te dire que ça vaut des millions. Alors que si tu trouves une bague en diamant par terre, tu te dis c'est du zirconium, tu vois, tu cherches même pas. Euh, Ça vaut rien. L'écrin, il y est pour beaucoup, évidemment. Tu vois. Mais sinon, pour revenir à Trad.pub avait été lancé parce que quand j'étais un des seuls à faire du doublage, j'avais des centaines de mails qui m'arrivaient en fait par semaine, qui me demandaient de traduire et de doubler des vidéos, tu vois. Et je pouvais même pas répondre aux gens parce qu'en fait, si tu mets 5 minutes par mail, bah, tu vas y passer ta journée, tu vois. Et je pouvais pas répondre à tout le monde. J'étais complètement paralysé. Ça, et puis je voyais aussi beaucoup de gens qui m'envoyaient des mails pour me dire ouais, je peux t'aider à traduire, moi j'ai du temps et tout ça, et pareil, je pouvais même pas engranger leurs demandes. Donc en fait, on a créé Trad.pub pour que des gens, pour que les traducteurs puissent avoir une plateforme et qu'on puisse engranger les demandes d'un côté et que utiliser les forces vives qui étaient prêtes à traduire pour traduire, et en fait elles se rejoignent au sein d'une même plateforme qui est une plateforme de traduction collaborative. Donc ça, c'était le défi de Trad.pub. Bon, Trad.pub, il a été fait dans l'urgence. Et justement, je suis en train de préparer un mail que je vais écrire à tous les traducteurs qui sont sur Trad.pub. On a un sujet sur la team Top Gun, en fait, sur lequel je vais réunir les gens sur un forum pour qu'on parle de la version 2 de Trad.pub et qu'on développe quelque chose qui soit un peu plus au goût du jour, un peu plus avec des technologies récentes et qui soit beaucoup plus léché en termes d'ergonomie, beaucoup plus sexy, tu vois, si on peut redire ça encore une fois, tu vois. Et Après, c'est plutôt un site qui est un outil pour la communauté, pour le monde de la traduction. C'est pas forcément un site vitrine, mais l'idée non, reste pas là. du tout. C'est pas du tout un site vitrine. Mais aujourd'hui, tu vois, Trad.pub, ça a permis la traduction d'à peu près 500 vidéos. Tu vois, donc Extraordinaire. c'est pas mal, tu vois, 500 vidéos. Extraordinaire. Et combien de traducteurs? À peu près 300 traducteurs inscrits. Alors attention, 300 traducteurs inscrits. Tu vois, moi, je me prends pas pour Twitter en disant j'ai des millions de machins. Le problème, c'est qu'il y en a très peu d'actifs. Hein. Faut se rendre compte de ça. Il y a 300 personnes qui se sont inscrites, qui ont été à un moment donné motivées pour se dire bah ouais, moi ça m'intéresse. Il y en a plusieurs certainement qui ont été refroidis peut-être par la complexité du site, par le manque d'ergonomie, par tout ça. Donc ça, c'est de ma faute. Hein. Et il y a aussi des problèmes d'ergonomie qui ont fait que des vidéastes ont des fois demandé des vidéos qui ont été traduites, qui n'ont pas été faites. Le chat ne permet pas de bien discuter entre nous. Tu vois, donc en fait, il faut mettre des solutions beaucoup plus efficaces pour que les gens puissent beaucoup mieux communiquer. En fait, il faut que tout soit plus smooth, tu vois, plus doux et faut que ce soit fluide. Il faut huiler la machine de guerre. J'ai envie de te dire, il faut huiler la machine parce que bon, ça c'est Trad.pub, mais en parlant de la censure, c'est comme si ça déhuilait la machine de guerre, ça vient la gripper, tu vois. On change d'outil, on doit bien huilée sur recomprendre. YouTube, tu vois. Et ils nous ont grippé tout ça et on se retrouve éparpillés. Moi, je retrouve des gens sur Twitter qui se disent bah ouais, mais il est où lui? Sur quelle plateforme il est lui? Et j'en ai marre. C'est pas possible que ce soit comme ça, tu vois. Et parce qu'en fait, je dis j'en ai marre, mais parce que ces gens, ils ont raison, tu vois. Ils ont raison et on s'est fait disperser par la censure et il faut absolument régler ça le plus vite possible, tu vois. Mais pas le régler en disant bah tiens, un tel il est là, là il y a ces vidéos, puis les mettre à la main. Non, faut régler le problème une bonne fois pour toutes avec un système automatisé qui, moi, si demain InfoVF se fait défoncer, c'est pas grave. La base de données, on la sauvegarde, on va se répliquer ailleurs, tu vois. Et de toute façon, tu vois, c'est ça. Et on peut dupliquer le code. Tu vois, ce que moi j'ai fait là avec des gens sur Fiverr, tu vois, où j'ai trouvé des professionnels pour faire ça, c'est pas j'ai envie de te dire, c'est de l'argent bien dépensé parce qu'en fait, ça va avoir des implications beaucoup plus grandes que ce que moi j'ai voulu créer InfoVF au départ, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, en plus le site est très propre, quoi. C'est chiadé, c'est simple, c'est efficace. Pardon, il y a eu du son qui est arrivé, non, c'est ça? Ouais, non, je disais, le site est super propre. Tu me l'as montré tout à l'heure et voilà, c'est très fluide, c'est très simple, c'est très épuré et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui aussi. Attends, je coupe Discord, voilà, tac. Ouais, excuse-moi. Oui, c'est très simple. Hein. Moi, je fais pas dans le chichi. Hein. Il faut que ce soit simple, clair, épuré. Bah, c'est simple. Hein. YouTube, on peut dire ce qu'on veut au niveau de la censure. En dehors de ça, YouTube est un produit absolument excellent. Hein. Je veux dire, ils excellent partout
sur tout ce qu'ils font, les sous-titres, le resampling des vidéos en fonction des débits, enfin tout ça, le live, c'est super propre, il n'y a rien à dire, tu vois. Il y a peut-être des petits problèmes par-ci par-là. Le plus gros problème, c'est la censure. Tu vois, mais si tu enlèves la censure, YouTube, c'est juste parfait. Tu vois, fait, et mais c'est pour ça que j'ai c'est des repris maisons. l'interface quelque part, parce qu'en fait, ça sert à rien. Il faut toujours des trucs simples. Tu vois, moi, j'ai retenu la leçon de Google. Tu sais, au départ, on avait Voilà, on avait Lycos, AltaVista, des moteurs de recherche comme ça, des portails super complexes et tout ça. Et Google est arrivé, il a dit non, non, pas du tout. Un champ de recherche et ferme-la, tu vois. Il n'y a rien du tout, en fait. C'est juste un champ de recherche. Bah oui, parce que tu veux pas galérer les gens, tu vois. Il faut que les gens, ils arrivent, ils comprennent tout de suite ce qui se passe. C'est très important. Donc là, on voit au cœur de notre échange, il y a quand même cet enjeu donc de censure et d'invisibilité pour nous, soldats du numérique, avec tout cet Ouais. enjeu d'être éparpillés. Donc, des outils comme TradPub ou InfoVF sont des outils que tu mets en place et que tu inities évidemment avec d'autres. Et d'ailleurs, tout cet aspect communautaire, vraiment, je t'en remercie à titre personnel, parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous offre à la fois, enfin, qui nous donne de la force, de l'énergie, et aussi qui nous donne de la puissance collectivement. Et donc là, on a parlé, par exemple, sur Twitter, il y a Gab comme alternative, mais potentiellement sur YouTube, toi, en termes d'alternative, tu pourrais nous parler de quoi? On a parlé d'Odyssée. Il y a Odyssey, il y a Gab aussi qui a une plateforme vidéo, hein. Il y a DTube, il y a Rumble. Après, je suis pas. Voilà, c'est à peu près les seuls que je connais. Il y en a certainement d'autres, tu vois. C'est parce que j'ai pas spécialement certainement bien cherché. J'ai un peu aussi suivi le mouvement, cette sélection naturelle, on va dire, qui s'est faite des plateformes. Comme Rumble, il semblerait que les gens se soient arrêtés quelque part. Je vois, il y a quelqu'un qui marque BitChute. Alors BitChute, je trouve c'est un petit peu vieillot quand même. J'avais ma traductrice qui m'en parlait, mais qui me disait bah non, non, mais apparemment ils font des efforts et tout. Mais je trouvais ça un petit peu vieillot. J'ai utilisé BitChute, hein. J'ai uploadé quelques vidéos dessus. Et je dois dire que j'ai été très très séduit par Odyssey sur le fonctionnement. Parce que déjà c'est décentralisé. Enfin, dans une certaine mesure apparemment. Je pense qu'il faut aller là où c'est décentralisé. Voilà. Je pense que c'est vraiment la solution de tout. On était sur des systèmes centralisés comme YouTube, Facebook, Google et tout ça. Il faut aller sur des systèmes décentralisés qui fonctionnent sur des systèmes de blockchain. Parce qu'en fait, ça rend beaucoup plus difficile la censure, voire impossible. Tu vois, ou le peer-to-peer, comme les trucs dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, des outils comme Mastodon ou Gab sont basés sur du peer-to-peer et sont décentralisés. Et l'Internet a été détourné de son usage premier. Même son inventeur en parle très bien. J'ai lu encore récemment un article dans une revue de presse. Il est en train de créer un nouveau web, entre guillemets, pour pouvoir arrêter toute cette centralisation, parce que c'était le Minitel qui était un outil centralisé. Le Minitel, on avait des points névralgiques sur lesquels on allait chercher des requêtes dans une base de données. Et le principe de l'Internet qui permettait donc cette liberté, cette neutralité, était autour de cette décentralisation. Et comme outil de décentralisation en termes de vidéo, moi, je peux nommer aussi PeerTube. J'ai créé une instance sur PeerTube il y a maintenant un peu plus d'un mois, suite à la fermeture de ma chaîne principale sur YouTube. Et donc, évidemment, c'est encore un outil qui est en cours de développement. Ça fait 4 ans qu'il existe. Et donc, c'est déjà la version 3 actuellement qui est en place. Aujourd'hui, il permet quand même de commenter, de faire des playlists. Il permet d'avoir plusieurs chaînes sur la même instance. Il permet de faire des lives. Donc, on va sûrement très prochainement, quand on sera censuré de Twitch ou de Facebook, aller sur les lives sur PeerTube. Donc, pour ceux qui cherchent un outil aussi décentralisé en termes de plateforme vidéo, PeerTube peut être une alternative. Il faudra que je l'insère dans InfoVF, ça. Tout à fait. De toute façon, je serai obligé. Si toi, tu décides d'aller sur PeerTube, j'insérerai, je ferai le nécessaire pour que le système fonctionne avec PeerTube. Et il peut fonctionner avec toutes les plateformes, tu vois. Mais ouais, c'est ultra. c'est violent. Il faut vraiment que des gens en fassent un service. Ceux qui sont développeurs, vraiment, je lance un appel. Vous regarderez ce qu'est InfoVF, c'est tout con. Il faut juste faire des requêtes sur les API des différentes plateformes pour venir chercher ce dont vous avez besoin, tu vois, et les agréger autour d'une chaîne. Et rendre ça comme un service pour que n'importe qui puisse accéder à ce service. Et c'est tout. Et on pourra tous faire ça, en fait. Donc, la décentralisation et avoir nos propres outils. Voilà, ça, c'est au cœur de la solution pour pouvoir se libérer progressivement donc, de tous ces grands réseaux sociaux qui nous censurent comme jamais. Ils nous forcent à l'émancipation, de toute façon, ils nous y forcent. Hein. On n'a pas le choix. Hein.
tout à parce fait. qu'ils nous dégagent. Donc, il y a un moment donné, de toute façon, on va composer sans eux. On compose déjà sans eux. Tu vois, moi, je suis Mmh. toujours sur Facebook, je suis toujours sur tous les réseaux, moi. Je sais pas comment j'arrive à passer entre les gouttes, tu vois. Mais en même temps, je publie quasiment plus sur Facebook parce que je vois que je suis shadowban. Sur Twitter, bah, je comprends pas trop. Je sais pas. Apparemment, je dois pas être dans les critères qui font que je dois dégager. Sur YouTube, je serre un peu les fesses, hein. J'attends un petit peu, je laisse reposer les cendres, je laisse reposer tout ça, j'attends un peu. Parce qu'en fait, ces dernières semaines, j'étais en train de travailler sur les sites, quoi. Donc j'ai profité en fait de ces semaines de censure pour me dire ok, c'est le moment, allons-y, quoi. Faisons ce truc-là, faisons ce info VF là. Et j'ai d'autres projets qui vont venir après pour des histoires de système de page d'accueil. Et puis après, je referai trad.pub pour que ce soit beaucoup plus propre que ça, pour que je puisse laisser derrière moi en fait des outils qui servent à tout le monde, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me motive. Je sais que c'est des questions qui viennent après, mais ça, c'est vraiment ce qui me motive. C'est vraiment ce qui me fait rêver. C'est-à-dire que tu te dis, tu fais quelque chose. Par exemple, toi, tu fais des lives, tu vois. Et il y a peut-être dans l'auditorium des personnes, il y a peut-être une personne qui t'entend et qui va faire un truc qui va te dépasser, mais x10, tu vois. Mmh. Tu vois, et c'est à ça que je pense. C'est inspirer les gens, leur dire faites des trucs, tu vois, et que ces gens, peut-être même pas eux directement, mais un jour, ces gens-là vont inspirer d'autres gens, et en fait, ça marche comme ça, tu vois. Et donc, moi, ce que je veux, c'est créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Mais Voilà. c'est ça qui est magnifique dans ton engagement, c'est aussi tout ce que tu inspires et toutes les dynamiques que tu crées. Je me rappelle de ce premier appel que tu avais lancé, je sais plus, c'était au mois de juin, je crois, chez les décodeurs, où tu appelais donc à des internautes, à des frères et à des sœurs de créer eux-mêmes des chaînes de doublage. Et on a vu en à peine 6 mois des dizaines de chaînes émerger, dont certaines chaînes aujourd'hui qui sont influentes, enfin qui ont une influence relative, mais quand même certaines, et qui font un travail fantastique avec un travail propre à tous les niveaux, quoi, au niveau de la voix, au niveau visuel. Et Ouais. donc, c'est hyper important. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense que les gens ont pas mal de craintes et aussi des fois des idées reçues pour pouvoir se lancer. Ça peut être en doublage, ça peut être en traduction, ou ça peut être aussi dans d'autres types de supports, hein, faire comme vivre sainement ou faire comme moi je fais. Voilà, on est chacun sur des approches complémentaires et diverses. Complètement, ouais. Euh, toi, ça serait quoi ton message un peu pour ceux qui ont des craintes, qui ont un peu ce frein qui les empêche de passer à l'acte et au fond d'eux, ils ont envie et ils n'arrivent pas à avoir ce déclencheur. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager comme message vis-à-vis de ton expérience? Je leur dirais de commencer par un truc simple. Tu vois, Mhm. par exemple, prendre. Alors après, ça nécessite peut-être deux, trois compétences ou deux, trois tutos à regarder. Mais tu vois, prendre un avatar comme ça, tu vois, moi, l'image qui est au fond, là, en vrai, regarde, je peux l'enlever, hein. Voilà. Puis là, on voit mon OBS derrière, tu vois. Et en fait, à la place de cette image, bah, tout simplement, je pourrais avoir un article de presse. Puis je pourrais prendre mon personnage, tu vois. Attends, c'est pas celui-là. Je pourrais prendre mon personnage, puis je pourrais le mettre là. Tu vois, puis le réduire un peu, tu vois. Pour le mettre Attends, ici. je te mets en grand écran. Là, je te vois toi. Voilà. Je pourrais le mettre Ouais. comme ça. Mais à la place de mon image qui est là, bah, en fait, je peux juste utiliser un autre écran, tu vois, pour dire, bah, je vais diffuser ma page Firefox, tu vois. Et en même Mhm. temps que je lis ma page Firefox, et bah, je peux lire l'article. Tu vois, c'est tout simple, c'est tout con à faire. Mhm. Bah, Et c'est les gens regarderont beaucoup plus facilement un article qui donc a été lu et mis en scène à travers une petite vidéo qu'un article qu'ils devraient lire par eux-mêmes. En fait, on facilite, on encourage à utiliser du temps pour mieux s'informer. c'est ça, il faut optimiser son temps, il faut optimiser le rapport temps-efficacité. En fait, il faut être efficace. C'est-à-dire qu'il faut pas passer des heures à faire un truc qui va durer 2 minutes, quoi. Ah, Mhm. peut-être au départ, on va galérer, mais au fur et à mesure, on prendra moins de temps à le faire. Mais il faut aller droit au but, rester simple et aller droit au but. Voilà, ça sert à rien de partir dans des scénarios, je sais pas trop quoi. Commencez pas à faire des vidéos de 20 minutes. Si vous commencez, faites une vidéo de 2-3 minutes. D'ailleurs, elle se partagera assez facilement, certainement. Enfin, ça dépend le sujet. Ce que je racontais un peu à géométrie variable, tu vois. Mais commencez par des formats simples des formats courts, parce qu'un format long, déjà, c'est décourageant. Tu vois, créer une vidéo de 20 minutes, ça demande du montage, si on fait du montage et tout ça. Mais en tout cas, cette histoire d'avatar, moi, je suis sûr qu'on va avoir des chaînes émerger avec ce truc.
parce que l'avatar que j'ai là, je l'ai trouvé, j'ai mis 10 minutes à chercher un avatar, j'ai pris celui-là parce que j'avais pas trop le temps de chercher quoi que ce soit. Mais je voulais aussi montrer en fait qu'on pouvait, comme je te disais au tout départ, qu'il y avait un intermédiaire entre se montrer et pas se montrer. Parce que souvent, c'est la question qu'on se pose quand on veut démarrer une chaîne. Est-ce que je me montre? Est-ce que je me montre pas? Voilà. Là, l'avantage avec ce truc, parce que quand tu te montres, il y a des gens, ils vont se regarder, ils vont dire ah mince, je suis mal coiffé, genre de truc. On finit par se regarder un petit peu, tu vois. Et on a du mal à faire abstraction de tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le cadrage, la lumière et tout ça. Et tu vois, tout ça disparaît avec l'utilisation d'un avatar. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je pourrais être à poil devant mon ordi, tu vois. Le matin, je me lève. Et puis, en fait, non, mais je vais sur mon ordi, je fais ah putain, je suis scandalisé par ce que je vois sur un article de presse, tu vois. Et puis, je lance mon truc OBS, je lance mon petit logiciel d'avatar là, et puis c'est parti. Puis en fait, c'est très facile à produire, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, tu nous parles d'OBS, ça fait plusieurs fois que tu nommes ce logiciel, donc c'est un logiciel libre. Est-ce que tu peux nous dire à quoi il sert? Parce qu'il est gratuit et c'est un outil qui est performant et qui est très ergonomique. Moi, je l'ai découvert en un quart d'heure, j'avais quasiment compris toutes les options de base pour me permettre de faire des lives. Donc, tu peux nous dire 2-3 mots d'OBS? Je suis pas un spécialiste d'OBS, moi je m'en sers pour ce dont j'en ai besoin, mais ça permet de faire du stream. Comme ce que je suis en train de faire. Ça permet aussi, parce que moi là actuellement je suis filmé par ma webcam, mais c'est le logiciel d'avatar qui prend le pas sur la webcam, et ensuite OBS, à partir d'OBS, je crée une sorte de webcam virtuelle dont je me sers pour ton stream à toi. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais en fait si on prend le temps de bien comprendre chaque chose, c'est assez logique et pas si compliqué que ça. Et c'est un logiciel de gamer, j'ai envie de te dire quasiment. Enfin, c'est beaucoup utilisé par les gamers, les streamers, les Fortnite, les jeux vidéo, les trucs comme ça. Donc en fait, il n'y a pas forcément de beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer dans la production de vidéos. Là, comme ça, avec ça, quasiment rien. La webcam, je crois que j'avais dû payer ça il y a un moment. C'était avant que je commence à faire des vidéos. J'ai dû acheter. Elle coûte moins de 100 €. Mais il faut quand même une webcam assez propre qui fait du 1080p, tu vois. Donc moins de 100 balles, ça se trouve. Et puis, il faut quand même le matériel informatique, il faut le PC, quoi. Il faut un PC correct et il faut un micro correct qui coûte aussi moins de 100 €. Mais comme le disait la Croix-du-Sud dans une de ses interventions, il disait en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'un PC pour pouvoir parler. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable, filmer dans la rue, parler quand vous êtes dans votre voiture. Il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Et il y a des gens qui arrivent à réunir des milliers de personnes parce que juste ils parlent dans leur voiture. Mais d'accord, le cadre, c'est pas emballé de ouf, mais en fait, ce qui est dit est pertinent. Donc en fait, ça passe, tu vois. Parce que ce qui est dit est pertinent, quoi. Tout simplement. Puis il y a aussi la personnalité des gens. Est-ce que ça passe plus ou moins, tu vois. Mais il y a plein de moyens de produire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on redonne la voix en fait au peuple. Aujourd'hui, en fait, le peuple, il est invisible dans les médias traditionnels. Concrètement, c'est très rare de voir des caissières, des maçons, des professeurs ou peu importe, des chefs de petites entreprises dans l'artisanat qui sont invités au journal de 20 heures. Comme tous les cols blancs corrompus qui vont être invités le jour de leur procès, comme Bernard Tapie ou toute la clique, ou Benalla. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment mis de côté et on est ostracisé dans les médias dominants. Et donc aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec des petits moyens technologiques, comme tu disais, même avec un smartphone, on regardait par exemple la minute de Ricardo, qui est pourtant un journaliste professionnel, qui a quitté le monde des médias traditionnels. Et ben, il a fait pendant, je sais pas, au moins 6 mois des vidéos simplement avec son smartphone. Il le fait encore d'ailleurs. Et ça, des vidéos parfois qui tournent très bien. Ce qui est important, c'est le contenu et les gens veulent revoir de l'humain. Ils ont envie de voir d'autres êtres humains à travers lesquels ils peuvent s'identifier dans le discours. Et à force d'entendre cette machine médiatique nous répéter à longueur de journée cette pensée unique, et ben en fait, des fois, on s'interdit de penser différemment. Et je pense qu'un des objectifs de nos chaînes aussi, c'est d'offrir aux gens, rappeler aux gens qu'ils ont le droit de penser différemment de cette pensée unique médiatique, de cette propagande permanente, et qui sont pas seuls à penser différemment. En fait, chaque jour, on est de plus en plus nombreux à ne plus accepter. Moi, je l'appelle la tromperie universelle. C'est comment il l'appelle dans 1984, ou le mensonge universel, peu importe. Ouais. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Attends, excuse-moi, je suis en train de lire un truc. Il y a quelqu'un qui me demande mon âge. J'ai 38 ans, Aurore.
Excuse-moi. D'accord. Et d'ailleurs, ben, à la fin de cet échange, on pourra prendre un petit dernier quart d'heure aussi pour répondre, parce que moi j'ai accès donc aux commentaires de tous les réseaux où on est diffusé. Donc on est présent Ouais. sur VK, sur Facebook, sur Twitch et sur Periscope. Donc on pourra laisser aussi la communauté te poser quelques questions peut-être à la fin de l'échange. Je voulais savoir aussi, donc on encourage donc les gens à créer des chaînes. On dit que c'est relativement accessible. Ah oui, oui. Est-ce t'as d'autres conseils? Pourquoi pour toi c'est aussi important en fait de rentrer dans ce jeu médiatique, dans cette guerre médiatique comme moi je les appelle, enfin comme j'appelle ce combat au niveau de la formation? Pourquoi pour toi c'est si important d'être présent en tant que citoyen et d'apporter sa pierre dans cette guerre? Parce que le verbe, pour moi, bon, on peut être d'accord ou pas, pour moi, représente le pouvoir absolu, en tout cas sur Terre. Ça représente le pouvoir absolu, puisque c'est par le verbe que tout est. Qui vont, comment dire, modifier l'opinion publique. C'est comme ça qu'ils vous gouvernent, c'est par le verbe. Et d'ailleurs, le monde a toujours été gouverné par le verbe, tu vois. Comment dire, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, beaucoup de gens l'aiment beaucoup, c'est Idriss Aberkan. Lui, il explique que le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir absolu. Et il explique derrière, parce qu'en fait, le pouvoir monétaire t'achète les médias, qui permettent de contrôler les 3 autres pouvoirs. Et je suis d'accord avec ça, hein. Mais pour moi, le média représente quand même, dans son schéma tel qu'il l'explique, le pouvoir absolu, puisque l'argent permet d'acheter le pouvoir absolu, qui sont les médias. Tu vois, et c'est un petit peu comme de dire à Zelda, le pouvoir absolu c'est les gemmes, tu vois, alors que les gemmes dans Zelda, les rubis te permettent d'acheter des armes, des conneries, tu vois, pour jouer au jeu, tu vois. Donc le pouvoir monétaire, d'accord, mais le pouvoir absolu c'est les médias. Ces gens-là achètent des médias parce qu'ils comprennent bien à quoi ça sert et que c'est avec ça qu'ils gouvernent. C'est-à-dire que y a des gens pensent que parfois ça peut être le politique qui est au-dessus du média. Moi je le vois clairement en dessous. Puisque demain, il suffirait que les médias à l'unisson te disent à quel point Emmanuel Macron est illégitime pour que le peuple soit dans la rue et le dégage. Tu vois? Alors que Emmanuel Macron, demain, peut sortir sur le perron de l'Élysée pour dire je vais fermer tous les médias et machin, et maintenant c'est moi le pouvoir. Qui va lui tendre le micro? Trump a essayé. Mais oui, et c'est là où tu vois l'importance de Twitter, tu vois, parce que Twitter, c'était le verbe, c'est le verbe direct. C'est-à-dire qu'il y a Donald Trump, il parle, et puis en fait, 80 millions de personnes l'entendent de façon directe. C'est comme s'il leur chuchotait dans l'oreille, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a été viré de Twitter. C'est parce que c'est un trop gros pouvoir. Twitter, c'est très bien, il connaît très bien son pouvoir, tu vois. Et il sait très bien c'est quoi Twitter. Ils le savent, tu vois. Twitter permet d'agir sur les masses. C'est-à-dire que le président parle à sa base, tu vois. Mais maintenant, quand il y a Twitter, qu'est-ce qui reste? Il reste le filtre médiatique au milieu, quoi. C'est tout, il reste plus que ça. Puisqu'en fait, où est-ce qu'on peut entendre Donald Trump comme il s'exprimait avant sur Twitter? C'est compliqué, quoi. D'ailleurs, moi-même, parce que je suis occupé dans mes histoires de sites à fabriquer, mais j'ai pas eu le temps de trouver finalement où est-ce qu'il s'exprime aujourd'hui. Comment? J'ai pas la réponse, hein. Mais d'ailleurs, si quelqu'un dans le chat a la réponse, ça m'intéresse, quoi. Il aurait un fil Telegram auquel je suis abonné. Après, est-ce que c'est un compte officiel ou pas? Je crois que oui, au vu de l'abonnement et de ce que je reçois comme contenu, mais c'est très peu actif. Et de toute façon, c'était sur les 10 derniers jours de sa mandature ou les 15 derniers jours, donc ça n'avait pas forcément eu beaucoup de poids. Et donc, tu nous rappelles aussi cette puissance médiatique qu'on a individuellement. Et en fait, individuellement, on peut faire trembler le pouvoir. Le fait que le pouvoir nous censure, nous ferme nos chaînes, etc., montre qu'on dérange à travers nos petites actions. Et au-delà donc de créer des chaînes et donc de devenir, d'apprendre à s'auto-médiatiser pour pouvoir peser dans le rapport de force, est-ce que tu aurais d'autres idées que tu trouverais pertinentes à partager à notre communauté pour pouvoir agir, les meilleures manières d'agir au vu du contexte actuel? Des idées selon globales. Toi, selon ton regard, ta sensibilité. Moi, ce que je cherche à faire, c'est tout ce qui peut aller dans le sens de la décentralisation des GAFA, je le fais. C'est-à-dire que InfoVF, ça va dans le sens de la décentralisation, parce que ça met au même plan YouTube, Library, Rumble, ça les met tous sur le même plan. Et surtout, voilà, déjà. Je veux sortir un truc après qui va s'appeler Monotab, qui va permettre aux gens de récupérer le pouvoir sur leur page d'accueil. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils laissent un pouvoir à Google quand ils ouvrent Firefox et qu'en fait, leurs recherches sont générées par Google de façon par défaut. C'est un pouvoir incroyable, tu vois, ce truc, tu vois. Alors qu'en fait, il faut couper le robinet dès le départ, tu vois, et aller sur, je sais pas, sur peu importe, autre chose, ce sera toujours mieux que Google.
Ne pas se prendre, quand tu fais une recherche sur Google, bah, tu as la presse qui a une place complètement incroyable en haut, comme s'ils avaient payé, tu vois. Bah, c'est de la folie, tu vois. Moi, quand je cherche quelque chose, si j'ai besoin d'articles de presse, je vais dans l'onglet presse. À quoi ça sert sur Google, qui est un onglet actualité, si c'est pour me les coller en haut des résultats de recherche? Ça, c'est bien qu'ils veulent t'enfumer, tu vois. Et tu sais que Google avait, il y a une certaine époque, ils avaient ce système, ils avaient ce service. Ils proposaient aux internautes un système de page d'accueil sur lequel les gens pouvaient mettre leurs liens. Tu vois, ça Je me existait. rappelle. Et un jour, ça a été fermé. Mm. Et ce jour-là, j'ai créé un site qui s'appelait myhomepage.com, tu vois, mais il y a très longtemps, hein, tu vois, à l'époque où je faisais des sites moi-même, tu vois. Et des gens étaient venus s'inscrire. Et c'était tout simple, ça reprenait le concept de base qui était, bah, tu peux avoir des liens à toi sur ta page d'accueil. Et cette page d'accueil, tu peux l'ouvrir à partir de n'importe quel ordi. Tu vois? C'est tout con. Et c'est juste un outil tout bête qui te permet de retrouver le pouvoir de ta page d'accueil. Combien de personnes vont taper, par exemple, si je te dis, bah tiens, tu vas aller, cherche-moi tel truc sur la Fnac. Bah en fait, tu vas aller dans Google, puis tu vas taper Fnac pour aller sur le site de la Fnac. Plein de gens font ça. Mais ouais, mais le problème, quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir à Google. Tu dis à Google, prends ma main et emmène-moi là où je dois aller, tu vois. Et ça va pas du tout parce que entre deux, lui, il va peut-être que tu n'auras pas la Fnac en premier résultat. Tu auras des gens qui auront payé pour être là, pour être avant la Fnac et tout ce bordel, tu vois. En fait, tu donnes de l'argent à Google, tu leur donnes trop de pouvoir quand tu fais ça. Et moi, ce que je veux faire, c'est créer un produit qui sera pratique et qui coupera en fait le robinet tout de suite d'arriver sur ce que les gens donnent à Google. Il faut se barrer de Google, quoi. Barrez-vous de Google. Moi, d'ailleurs, je vais me barrer entièrement de Gmail et tout ça, hein. Je vais me barrer entièrement de Google. C'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'aussi on a une force et une puissance parce qu'en fait, tous ces réseaux-là fonctionnent sur nous, utilisateurs, usagers. Et ça me fait penser à un parallèle avec l'alimentation. Si on décide de moins consommer dans les supermarchés de la nourriture issue de l'agroalimentaire qui nous empoisonne et qui détruit la planète et qui exploite des paysans et qu'on se fait le choix dans la mesure du possible. Évidemment, chacun a des réalités géographiques, économiques différentes, mais si on se rapproche de plus de producteurs locaux, d'agriculture raisonnée, voire biologique, et qu'on consomme différemment de la même manière sur Internet, sur tous les espaces du numérique. C'est pas que Internet, c'est aussi les logiciels. Hein. Ça peut être pour du montage vidéo plutôt qu'utiliser pour certains des suites professionnelles avec des abonnements craqués ou très chers. Et bien aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de faire du montage de qualité professionnelle à travers des logiciels libres. Et donc sur Internet, pour aller dans ton sens, si on fait le choix de boycotter ces monstres qui nous ont volé une partie de notre souveraineté et qui vendent nos données et qui nous manipulent et qui nous ont des intérêts, hein, et qui nous censurent, qui nous censurent, qui ont des intérêts opposés aux nôtres, et ben en fait on nourrit la bête. Et donc on a le pouvoir de moins nourrir cette bête-là. Et donc c'est une démarche qui a été initiée assez récemment à cause de l'accélération de la censure. Mais au final, j'espère qu'on va aller encore beaucoup plus loin et qu'on va être nombreux comme toi à quitter Google, à quasiment plus de Facebook ou le garder pour des postes ponctuels exceptionnels et développer nos propres interfaces. C'est ça ou enfin oui, c'est ça, exactement, quoi. Il faut absolument s'émanciper de ces gens parce que ces gens vous louperont pas alors qu'à un moment vous serez bien dépendant d'eux, quoi. Bah ouais, ils vous louperont pas, quoi. Tu vois, si soit tu t'exprimes pas et tout va bien, tu vois, ou soit tu l'ouvres un peu, puis là aujourd'hui c'est toi qui te fais dégager de Gmail, Akina. Demain ce sera moi, puis demain ce sera vous derrière votre écran, tu vois, parce qu'en fait vous aurez dit un truc qui plaît pas en commentaire. Parce que pour l'instant c'est les gens qui font des vidéos, mais demain ce sont les gens qui vont poster des commentaires. Tu vois, mais oui, mais forcément parce et que les conséquences sont lourdes, hein, parce que par exemple moi mon compte Gmail il était connecté à tout mon répertoire téléphonique et donc en fait en même temps j'ai perdu toutes mes archivages de mails, tous mes archivages de téléphone portable. Donc en fait c'est des outils qu'on utilise qui nous offraient tellement une interface riche qui était croisée et qui permettait d'avoir plein d'outils à la fois jusqu'à des Dropbox, etc. Et ben au final quand tu perds tes comptes, ben en fait tu perds tout à la fois. Donc en fait c'est donner la clé de son coffre-fort à son ennemi, quoi. C'est fou qu'on soit. Et les gens, pensez-y, hein, les gens qui ont des comptes Gmail et qui ont la récupération de leur mot de passe de je sais pas quoi sur ce compte-là, bah vous êtes baisés, quoi. Mais oui.
Mais oui, c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que converser sur Gmail, c'est pas trop grave si tu envoies des mails comme ça, mais dès que c'est relié, je sais pas, à ta banque, à un compte sur je sais pas quoi, à ton compte Facebook, à ton compte machin, bah, comment tu vas récupérer ton mot de passe si tu Mhm. n'as plus de boîte mail? Tu peux pas, tout Clairement. simplement, quoi. Et d'ailleurs, pour le mail, il y a l'outil Proton Mail qui a une version gratuite Tout à fait, ouais, pour les Proton Mail, super. particuliers Bah, moi, je et suis sur Proton Mail, hein. tout à fait, et qui est Ouais. crypté. Qui protège aussi les échanges. Et donc, au vu de la censure et de la surveillance aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça dans l'échange, mais la surveillance de masse fait partie aussi des outils dans les mains de notre ennemi pour pouvoir mieux nous comprendre, mieux nous analyser et mieux pointer du doigt ceux qui les mettent en danger ou en tout cas qui les desservent. Donc, le chiffrement de nos données, comme aussi avec les messageries instantanées comme Telegram ou Signal, sont aussi de nouvelles étapes dans notre émancipation. Et même Edward Snowden nous le rappelle régulièrement dans ses échanges avec les médias. Ouais. J'aimerais savoir, fils, on arrive un peu à la fin, après on ira voir un peu quelques questions avec les internautes. Je te laisserai aussi un Ouais. petit mot évidemment si on a oublié certaines choses. Mais j'aimerais savoir un peu pour être aussi derrière l'humain, parce que aussi je t'accueille aussi en tant que personne aujourd'hui, tu es quand même un être humain, même si tu te présentes avec nous sous avatar. Ah oui, attendez, je peux avoir l'air un peu plus humain. Regardez, bougez pas, je vais vous faire un truc. Regardez, voilà, ça c'est mes mains, mais c'est mes vraies mains qui bougent. Regardez, je peux, hop, C'est extraordinaire. deux doigts. Et en fait, ça, pour vous expliquer un petit peu, c'est fait avec un petit appareil que j'ai acheté il y a des années et dont je savais pas à quoi ça allait me servir parce c'était un projet qui était sur Kickstarter qui s'appelle le Leap Motion. Et là, il est accroché juste là, ici là, au niveau de mon cou, tu vois. Et c'est quelque chose qui permet de récupérer les mains en fil de fer dans ton ordinateur. Tu vois, C'est et ça me énorme. permet de pouvoir discuter et d'avoir une expression avec les mains. Donc là, j'ai désactivé pour l'interview parce que des fois, tu vois, si je tiens ma souris, bah tu vois, c'est bizarre quoi, tu vois, ou des choses comme ça. Donc j'ai désactivé et bon, je le redésactive là. Hop, voilà. Génial. Et donc, C'est ouais, trop cool. pour savoir un peu aussi qui tu es, donc tu es pas là pour vendre quoi que ce soit, hein, mais j'aimerais que tu nous partages, comment dire, je pense qu'il est important dans nos engagements qu'on se projette aussi, qu'on s'imagine un nouveau monde, parce qu'aujourd'hui, concrètement, on se bat face à un monstre hyper puissant qui s'est implanté dans notre société à l'échelle du monde depuis plusieurs décennies, voire plus. Et donc, face à ce monstre avec des milliers de tentacules comme une grande pieuvre, on a besoin de s'imaginer ce que pourrait être le monde de demain. Et donc, est-ce que si, imagine-toi, on est en 2030, on vit dans une société démocratique, mais une vraie démocratie, non pas l'oligarchie actuelle. On retrouve notre souveraineté populaire. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu en quelques phrases comme ça, un côté un peu narratif, un peu comme un conte, ce que tu imagines dans cette réalité de cette société en 2030? Qu'est-ce que tu observes dans le présent, autour de toi, dans le fonctionnement de la cité? Comment tu vois un peu, essaie de nous mettre un peu dans ton imaginaire du monde de demain, si les êtres humains avaient vraiment un pouvoir démocratique et populaire. À quoi ça pourrait ressembler? Ouais, à quoi ça pourrait ressembler à tous les niveaux, au niveau de l'ambiance, au niveau des choix de chacun dans son quotidien, au niveau de… Alors là, on va rentrer dans des sujets un peu plus peut-être un peu beaucoup moins politique ou même de doublage de je sais pas quoi. Là, tu touches à mon opinion personnelle, tu vois. Et je vais partager ça, mais je pense qu'il y a énormément de rétention technologique. Et je pense que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois énormément à la science. J'entends par science, attention à ceux qui m'écoutent, pas la science. Le scientisme. Non, la science dans le sens dans l'idée de la connaissance. La science, pour moi, dans son strict terme, ça représente la connaissance, et la connaissance, pas de n'importe quoi, de la nature, c'est-à-dire de la totalité des choses, puisqu'en fait, tout est dans la nature, tu vois, et que donc, notre connaissance de la nature nous donne un fruit technologique. Tu vois, parce qu'on ne fait que mimer, en fait, ce qui existe déjà dans la nature. Ça s'appelle le biomimétisme, d'ailleurs. Oui, mais même plus largement, c'est-à-dire qu'une ampoule électrique, ça ne fait que mimer un ensemble de processus naturels, tu vois, qui donnent un jour lieu à la fabrication d'une ampoule électrique. Donc moi, je vois un avenir, alors je ne sais pas si c'est 2030, hein, ça me paraît trop proche, mais un avenir dans lequel, c'est comme ça que j'expliquais ça avant, je dirais que si on imagine un objet gros comme une boîte d'allumettes, avec lequel on puisse se chauffer, s'alimenter en électricité et je ne sais quoi d'autre, tu vois, ça nous émanciperait beaucoup à l'échelle individuelle. Je crois beaucoup à la technologie qui nous émancipe à l'échelle individuelle. Tu vois, le fait que là,
discuter ensemble. C'est un assemblage qui vient de très loin, qui commence, je sais pas, on pourrait commencer par exemple au début à l'invention du transistor et d'échelle en échelle. Enfin, tu vois, imagine ce que la personne qui a inventé le transistor, si tu lui dis, bah en fait, tu vois, dans X années, bah il y aura Internet avec des mecs qui parlent à la place d'avatar à cause de ce que tu as fait, tu vois. Ça, c'est incroyable. Le montage technologique c'est juste là-dessus, quoi. Tu vois. Et je crois beaucoup à cette émancipation. Euh, pour moi, Internet a pointé le bout de son nez, comment on appelle ça, l'imprimerie a pointé le bout de son nez. Et je crois que c'est avec Marin que je parlais de ça hier. Je lui disais, il y a deux façons de se poser des questions sur l'imprimerie. C'est comment ça marche, tu vois, et qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si à l'époque de l'imprimerie, j'avais été en vie et que j'allais dans le local de la première rotative qui imprime des livres, tu vois, ou les premières méthodes, le mec, la question que j'aurais posée au gars, c'est est-ce que tu peux imaginer ce que ça va impliquer dans le monde, l'imprimerie? Tu vois, ou alors je pourrais lui poser la question, bah, comment ça marche le truc, tu vois. En fait, il y a plusieurs. Et donc, Internet, il y a comment ça marche et qu'est-ce que c'est, comme la blockchain d'ailleurs, et qu'est-ce que ça produit dans le monde. C'est-à-dire que je vois Internet comme l'imprimerie puissance 1 milliard, tu vois. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la démocratisation du verbe. Chacun peut s'exprimer. Je vois Internet comme la rue, avec des canaux, des rues, des mégapoles, des départementales. C'est un réseau, en fait, un réseau, hein, comme la route. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un réseau routier. Google, c'est des grosses mégapoles. Toi, tu avais construit une ville sur YouTube à l'intérieur de la mégapole qui était YouTube et tu t'es fait détruire ta ville, tu vois. Donc on t'a dit dégage et puis tu as été reconstruire tel un zadiste quelque chose ailleurs, tu vois. Et, et, euh, et au fur et à mesure que les gens mais tu es toujours connecté au réseau, tu vois. Et au fur et à mesure que les gens rejoignent cette nouvelle cabane que tu as fabriquée, et ben la rue s'élargit. Tu vois, la rue qui mène à ta cabane s'élargit et s'élargit et s'élargit. Et tu te connectes à d'autres petites cabanes qui elles-mêmes grossissent au fur et à mesure que les mégapoles de YouTube se font décentraliser le trou de balle, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui se passe. Hein. YouTube est en train de se faire décentraliser. Quand YouTube est apparu, il y avait d'autres plateformes vidéo, tu vois. Il y avait d'autres trucs. Hein. Il y avait, moi, je me rappelle de Dailymotion. Feu Dailymotion, parce qu'il faut voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Même Vimeo, hein. Même Vimeo avait un plus bel avenir à l'époque que l'avenir qu'il a aujourd'hui. Enfin, je sais pas, pour moi, Vimeo, c'est un truc de niche pour les vidéastes, les créatifs et tout, quoi. Mais quand Google a racheté YouTube, ils ont sonné, en fait, la fin de partie, tu vois. Pour la multiplication des plateformes. Ils ont dit multipolarisation. Non, non, pas du tout. Allez tous vous faire voir. Maintenant, ce sera YouTube, tu vois. Et donc, ça a commencé à centraliser tout un tas de. Ça a commencé à se centraliser avec YouTube. Ils ont centralisé le pouvoir. Et puis, à un moment donné, comme l'explique, je sais pas, plein de philosophes ou Schwartz, tiens, qui dit que le pouvoir corrompt et corrompt absolument, c'est lui qui dit ça en reprenant quelqu'un d'autre. Quand tu as trop de pouvoir concentré, bah, les mecs, ils en abusent et ils finissent par te censurer. Mais c'est là que c'est le début de la fin, parce que ça recrée une multipolarisation des plateformes, comme on est en train de le vivre actuellement, un exode des gens, tu vois. Donc actuellement, je vois YouTube est en train de se faire décentraliser. Comme Facebook va se faire décentraliser, comme tout un tas de superstructures mégapoles du réseau Internet sont en train de se faire décentraliser. Mais c'est la suite logique du monde. Et c'était inévitable avec l'apparition d'Internet. Mais pas l'apparition d'Internet en tant que tel, avec la libération en fait de la parole et de la capacité à pouvoir parler en fait, de pouvoir atteindre des millions de personnes qui avant étaient en fait le privilège des masses médias. C'était un privilège qu'ils avaient de pouvoir être les curés, d'être en haut du village et de gueuler blablabla, ouais, la réalité c'est ça, tu vois. Et tout le monde écoute, personne peut répondre, ou alors les gens peuvent se parler entre eux, mais personne peut se mettre à la place du curé et parler à sa place, tu vois. Et ben maintenant, si. Maintenant, si. Il y avait le journal de 20h qui était une véritable messe, et ben nous aussi, on peut faire un journal du 20h. Donc ça a démocratisé le pouvoir médiatique, qui, je te le rappelle, enfin, selon mon opinion, tu vois, est le véhicule du pouvoir du verbe, donc le pouvoir absolu. Donc ça a démocratisé le pouvoir absolu. Donc l'avenir en 2030, si c'est pas déjà réglé, enfin, pour moi, je les vois pas survivre encore très longtemps. Ça va être compliqué de cacher
l'histoire du monde, encore plus très longtemps, tu vois, que ça. Euh, D'ailleurs, je voyais beaucoup de gens sur Twitter, quand j'ai dit que j'allais en live chez toi ce soir, qui m'ont dit « Ah ouais, tu vas nous parler de la débâcle, Quanon, tout ce bazar. » Et je leur ai dit aux gens, mais moi, je suis pas un expert Quanon, tu vois, et j'ai jamais prétendu l'être, et je sais pas, je saurais pas trop. J'ai lu pas mal de posts, tu vois. Et d'ailleurs, dans les trucs que j'ai retenus, c'est pas des informations ultra factuelles, c'est surtout euh, l'enseignement interrogatif. Euh, que moi j'ai retenu là-dedans. Il y a aussi, j'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est en fait que ça sert à rien de taper dans le gras. En fait, il faut montrer aux gens, quoi. Tant que tu leur montres pas, le monde il changera pas, quoi. Et quand tu vois Donald Trump qui se fait dégager de Twitter, ou en fait la violente censure qu'on a vue ces derniers mois, et ben moi je pense qu'il y a tout un tas de gens qui ne voyaient pas la censure avant et qui d'un seul coup se mettent à la voir. Mmh. Tu vois, des gens qui au départ euh, se sentent même pas concernés par tout ça, tu vois, et se disent ah, c'est quand même bizarre qu'une société privée puisse faire taire le mec qui est à la tête du pays le plus puissant de la planète, tu vois. Tu fais, c'est quand même chelou, quoi, comme histoire, tu vois. Juste, ça te met la puce à l'oreille, mais de la puce à l'oreille, on a une petite information par-ci, une petite information par-là, et puis bah c'est parti, quoi. Je veux dire, c'est le chemin vers la destruction dans l'esprit des gens des masses médias, tu vois, et de toute la narrative qu'on te balance toute la journée, tu vois. Enfin, voilà. En tout cas, les masses médias ne souffrent pas de la censure. Eux. Ça, eux, ils sont pas censurés. Ça, c'est un truc. On pourrait se dire des fois, tiens, ils pourraient être censurés, tu vois, parce qu'ils vont trop loin ou je sais pas quoi. Non, jamais, jamais, y a pas de censure. C'est quand même magique, tu vois. Je trouve ça curieux, moi. Eh ben c'est pas magique, c'est parce que c'est les propriétaires et ils les ont pas Bah oui, achetés bien pour sûr, rien. bien Et je sûr. rappelle souvent dans mes lives que la presse est un investissement à perte. Et aujourd'hui, dans le monde de la finance, dans le monde boursier, et les grandes fortunes arrivent à avoir des rendements, des fois à 2 chiffres, hein, plus de 10% par an de rendement sur un investissement. Aujourd'hui, les médias, c'est l'inverse. C'est presque des investissements où ils perdent de l'argent. Donc concrètement, des gens qui investissent à 10% sur un placement vont pas investir à perte sur un autre. C'est pas un investissement financier. C'est un investissement, comme tu le dis, en termes de propagande, de pensée, d'idéologie. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi les médias le quatrième pouvoir. Et j'aime beaucoup ton regard sur cette puissance médiatique que moi, je combats depuis longtemps aussi. Et on partage vraiment ce constat-là, que si on réutilise individuellement notre puissance médiatique tout en se libérant progressivement de toutes ces interfaces et tous ces sites internet qui nous empêchent la parole libre, et ben en fait, il ne reste plus tant de temps à vivre. Et au-delà des combats des derniers mois et de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, concrètement, même le coronavirus, qui, au-delà de préciser son avis personnel, reste quelque chose d'instrumentalisé à l'échelle internationale d'une manière qu'on n'a jamais vue dans l'histoire contemporaine, est un fait d'actualité qui participe à l'émancipation, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, évidemment pas tous encore, hein, mais Bah oui, ça devient tellement ridicule. C'est complètement voilà, ça devient ridicule tellement comme ridicule. situation. Voilà. Et donc, tous ces événements-là, Confinement, en fait, couvre-feu, confinement, couvre-feu. Non, mais franchement, c'est ça. Et tous bah, ça ces n'a plus de événements, en fait, sens, quoi. ils se cumulent, ces événements. Et donc, nous qui sommes donc des guerriers, je le dis aussi souvent, la qualité d'un guerrier, c'est pas juste de pouvoir tenir longtemps, c'est aussi prendre des coups et savoir rebondir. Et donc, pour certains, ça a pu être dur potentiellement hier soir, l'investiture de Biden. Mais notre première qualité en tant que guerrier, c'est notre capacité à savoir que chaque jour qui passe, notre armée grandit. Chaque jour qui passe, notre ennemi est en train de perdre la main sur certains de ces territoires, et sur la carte mondiale, notre ennemi perd des territoires comme neige au soleil. Donc, moi, personnellement, quand je fais la rétrospective des 10 dernières années de mon combat médiatique, je me rends compte qu'avec des tout petits moyens, on fait trembler notre ennemi, qu'on est hyper puissant, et qui, si on croit en nous et qu'on est conscient qu'on est toute une communauté, on se connaît pas forcément, on sait pas forcément parler en vrai ou même en ligne, mais en fait, on est des millions à agir pour une cause commune. Tout à fait, ouais. Et comment dire, ça grossit forcément. Je l'ai souvent dit, mais ça se transvase que d'un sens vers l'autre. Hein. Tu vois, il n'y a pas des gens qui sont comme nous, tu vois, puis qui d'un seul coup, du jour au lendemain, vont se dire bon, ouais, non, bon, allez, j'ai déliré, je vais regarder BFM, ils ont raison, tu vois. Enfin, ça n'existe pas, quoi, tu vois. Je connais personne qui fait ça, quoi. Tu vois, ce serait vraiment un ovni, quoi, tu vois. Et
Le pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe, c'est très important. Et comme tu disais, ces gens achètent des médias à perte, ils mettent des deniers là-dedans. C'est bien pour autre chose que d'informer les gens honnêtement. Tu vois, c'est une nécessité, ils en ont besoin, tu vois, pour survivre. Et qui, je les vois pas survivre en fait. Je vois pas comment ils pourraient survivre puisqu'ils sont déjà sous argent public, que les gens sur Internet sont assez méfiants, tu vois. Tu vois, un média d'extrême gauche qui débarque demain enfin, ça va être compliqué, quoi. Quand je dis extrême gauche, je parle d'une certaine extrême gauche, hein, attention, hein, les mots, hein, c'est un peu le problème. Ouais, après moi personnellement, c'est vrai que j'ai essayé de bannir ces mots-là, mais c'est Ouais, t'as éditorial et je raison. respecte la T'as tienne. raison. Parce Non, que mais pour t'as moi, raison, aujourd'hui, parce que. la gauche et la droite veulent plus rien dire. Mais oui, t'as raison. Historiquement, ils avaient des fondations, mais aujourd'hui, je rencontre des gens de droite qui sont écolos, des gens de gauche qui sont Bien sûr. écolos, et des gens de droite qui sont patriotes, et des gens de gauche qui sont patriotes. Exactement. Et donc, après ça, c'est ma ligne, c'est mon identité. Évidemment, je ne te l'imposerai pas. Non, non, mais t'as raison de me reprendre là-dessus parce que ça n'a pas de sens, tu vois. Non, quand je disais, j'ai envie de te dire plutôt, demain, un média sort et commence à. Un média du pouvoir, tu vois. D'ailleurs, il existe des nouveaux médias qui sortent comme ça, tu vois, qui sont vraiment dans la main du pouvoir, tu vois. Est-ce que ça existe? Toi, t'en vois émerger? Si, mais c'est des médias qui sont un peu, qui jouent un double jeu. Il y a des médias comme Brut, comme Alter JT, comme JT+, comme Loopsider, comme Combini. Tout ça, c'est des médias qui Ah sont ouais, nés ces bah tiens, dernières années. on parlait Et de au sexy, final, hein. Ils sont dedans, hein. Ils sont dans le sexy, eux, hein. ah ben eux, ils sont au top. Ils sont Ils à sont dans fond les dans le codes. sexy, bah bien sûr. Il y a pas plus au top dans les codes de communication que ceux que je viens de citer. Donc des fois, ils ont quelques vidéos qui vont sortir un peu, que même moi je relais personnellement parce que je les trouve potentiellement intéressantes. Mais le problème de tous ces médias-là, c'est que quand on regarde leur ligne éditoriale dans leur globalité, s'il y a une pépite de temps en temps, les internautes et enfin les lecteurs ou les internautes vont en fait avoir quand même un temps de cerveau disponible qui va être sur des futilités ou sur des mensonges. Et donc en fait, même si de temps en temps ils sortent des petites pépites, ça reste des médias qui façonnent l'opinion et qui nous enferment dans ces bulles et dans ce système qui nous dessert. C'est ça, avec un gros effet d'écho. Pour moi, c'est très. Ça, il faut apprendre absolument à le repérer. L'effet d'écho, c'est quand tout le monde titre la même chose. Tu vois, il crée un effet d'écho pour que les gens ils utilisent un biais, en fait, un biais cognitif des gens qui fait que les gens se disent si tout le monde le dit, c'est qu'il y a forcément un peu de vrai là-dedans, tu vois. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que nous, on se multiplie pour justement reproduire cet effet d'écho. Tu vois, pour justement contrer leur effet d'écho à eux. Et d'ailleurs, ça commence à être le cas parce que un des exemples les plus emblématiques que j'ai jamais vécu dans les dernières années dans mon engagement médiatique, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Ah, bien Où, joué, bien sûr. Je pensais suite à à son ça, arrestation, ouais. il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de chaînes YouTube qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui ont produit des contenus. Derrière, ça a fait un effet domino avec des coups de téléphone, des lettres mail, des manifestations sur place, et même les médias et sa libération potentiellement, enfin sa libération, oui, on peut parler de libération, et peut-être en grande partie dû à ça, ou même l'exemple de Twitter, juste avant les fêtes de Noël, avec une loi qui avait été mise en lecture d'urgence pour pouvoir autoriser les transports des lieux publics ou certains usages uniquement à travers donc une validation vaccinale ou des choses comme ça, qui a sauté en moins de 48 heures avec Monsieur Véran qui a dû aller sur le journal de France 2 ou de TF1 annoncer que ce texte de loi n'était que pour du long terme et qu'il était qu'en négociation, alors que c'était une procédure d'urgence, donc qui se passait en quelques semaines. Donc on voit quand même que aujourd'hui on est en train de peser lourd dans le game et on peut être confiant aussi là-dessus. Exactement, parce qu'en fait, on peut être confiant parce que ce nombre va grossir. Bah, le problème aussi, c'est que moi, j'avais annoncé ça sur Twitter. Ça avait beaucoup bougé sur Twitter. Je l'ai annoncé très, très vite. On l'a annoncé très, très vite, cette histoire de Fourtillan. Et effectivement, j'ai tweeté quelques jours plus tard en me disant, mais ah bon, il a été libéré parce que je faisais d'autres trucs, j'avais pas le temps de tout suivre. Et effectivement, j'avais tweeté en me disant, mais à mon avis, on n'est pas étranger à ce truc-là, quoi. On n'est pas étranger au fait que le gars était libéré de ce truc-là, parce que si nous, on n'en avait pas parlé, et si ça s'était pas répandu comme ça, bah, personne n'en aurait parlé, et le mec, il aurait croupi là-dedans, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que le pouvoir, tu vois, il le fout là-dedans, il le balance dans un hôpital psychiatrique, mais ce dont il a peur, c'est que les gens voient que le pouvoir l'a mis là-dedans, quoi.
Tu vois, ça fait très peur, tu vois. C'est ce que j'expliquais à mon gamin sur les systèmes d'alarme ou les voleurs, tu vois. Je disais, mais les voleurs, ce qui leur fait le plus peur, c'est le bruit. Tu vois, le mec qui rentre dans ta maison pour te voler un truc, dès qu'il y a du bruit, le mec il se casse, tu vois. Parce qu'en fait, ce dont il a peur, c'est de se faire reconnaître, enfin tout ça, tu vois. Donc c'est pour Yes. ça, mettez toujours un petit autocollant maison protégée sous alarme. Super. Parce que au moins les gens, au moins le voleur, il va se dire, au bénéfice du doute, vaut mieux voler ailleurs. J'ai pas mis ça sur le Fils, j'aurais dû. je te propose de, si tu veux bien, je te propose de laisser donc quelques questions aux internautes qui déjà ont commencé à œuvrer un peu sur le chat. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. Vas-y, je t'en prie. Une première question très pratique. C'est donc, quel est le nom du logiciel d'Avatar, s'il te plaît? C'est Denis qui demande ça. Allô? Ah. Eh bien, pile au moment où on parle de son avatar, il y a un petit bug. Alors, ça s'appelle VCFace. Ouais. Alors, ouais, c'est parce que quelqu'un vient de m'appeler sur mon téléphone et je partage la connexion. D'accord. La galère. Oui, donc ça s'appelle VCFace, V-S-E-E, tout attaché. Et plus loin, Face, F-A-C-E. Mais si je peux passer un lien, si tu veux mettre le lien vers le logiciel en question? Ben, on peut le mettre, je peux le mettre dans le chat en cours. Ouais, je te passe le lien du download, je l'ai là. Si les gens veulent tester ce logiciel, qu'ils essayent absolument, c'est vraiment super. Merde, j'ai lancé Unity. Quel idiot. Hop, tac. Super. Voilà, il y a le lien du download, je l'ai passé à Kina, il va vous le passer sur le chat. Voilà, je vais même le mettre juste un petit instant, parce que je découvre aussi ce logiciel là, de la soirée. Donc, il est... Non, c'est bon. Hein. Ouais, si, c'est bon. Je l'ai mis. Voilà, et je t'ai mis un petit logiciel, enfin pas un logiciel, un petit objet qui s'appelle le Leap Motion, c'est pour les mains. Tu vois, là, j'utilise pas les mains, mais si je veux utiliser les mains, bah, j'ai mon petit Leap Motion autour du cou, puis je peux utiliser mes mains, tu vois. Mais je le mets pas parce que des fois, ça part un peu en vrille. J'ai pas trop passé de temps à paramétrer tout ça encore. D'accord, super. Clac. Il y a d'autres questions? Vas-y, je suis chaud aux questions. Il y en a plein. Je remonte un peu le fil vu que j'étais allé mettre le petit post pour le lien que tu viens de nous partager juste à l'instant. N'hésite pas, n'importe quelle question. Je t'en prie. Même ceux qui sont pas contents. Hein. Ouais, je suis pas content. Vas-y, envoie-les-moi. Est-ce qu'on peut écrire? Non, celle-là. Non, ça c'est bon. On l'a fait. Excuse-moi, je suis désolé. Ça s'appelle VCFace. Voilà. Ah, voilà. Ça peut-être c'est une question pratique. Comment tu choisis tes vidéos pour les traductions? Alors déjà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Si vous regardez sur ma chaîne, ça fait un moment parce que je travaille sur les sites internet. Comment tu choisis tes vidéos pour les traductions? Bah, en fonction de. Alors, en fait, ça a changé au fur et à mesure. Au départ, j'ai commencé à doubler des choses qui étaient assez intemporelles, tu vois, genre un discours officiel, des choses comme ça qui vont s'inscrire dans le temps. Et au fur et à mesure, j'ai été un petit peu happé par l'actualité. Happé aussi par la dynamique de groupe. Tu vois, tiens, on va traduire ça, tiens, on fait ça, tiens, on a besoin de ça. Donc, on est rentré un petit peu dans une logique comme ça, un peu de productivité. Et puis, là, je sens que moi, personnellement, j'ai envie pour la suite, ce qui va venir pour la suite, quand je ferai des doublages, j'ai envie de doubler des choses qui sont aussi intemporelles, qui ne traitent pas forcément de l'actualité, mais qui seront là pour des années sur Internet, qui des gens verront ça 3 ans plus tard, se diront ouais, ça m'intéresse, c'est pertinent, ça a du sens, même encore aujourd'hui, parce que ça parle de choses qui sont bien plus grandes que de la simple actualité, tu vois. Je parle grande dans le temps, tu vois. Voilà. En tout cas, comment je choisis les traductions? Bah, c'est un peu au feeling, quoi. Il y a ça aussi. Hein. Je me dis, tiens, celle-là, elle est importante, faut la faire. Ou alors, des fois, c'est arrivé qu'on me dise, tiens, est-ce que tu peux faire celle-là? Puis je vais la faire parce que je peux sur le moment, ou où je pouvais, quoi. C'était surtout cette année, l'année dernière, quoi. Et je te remercie aussi pour cette distinction entre actualité et sujet intemporel. Moi, personnellement, j'ai réduit aussi les guerres médiatiques et les revues de presse que je fais, même si, évidemment, j'essaie d'intégrer de l'intemporel en lien avec l'actualité et j'essaye au contraire de faire le
pont entre des événements qui se sont passés récemment et des lectures beaucoup plus globales pour mieux comprendre la société, le rapport de force et les enjeux en cours. Mais je pense que l'actualité peut potentiellement être quelque chose de très chronophage dans lequel on peut se perdre. Et c'est aussi un agenda médiatique qui est mis en place par notre ennemi. Et je pense que c'est d'autant, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je partage à ma communauté, le fait de s'émanciper au maximum de l'actualité, ou en tout cas en partie, pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus systémique, beaucoup plus global sur le monde. Et parce que le rapport ce système de domination qui a été mis en place s'est construit sur de nombreuses années, plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et donc il y a besoin de prendre de la hauteur, et l'actualité n'est pas forcément l'axe unique ou l'axe premier. Non, non, non. On peut imaginer, j'aurais pu faire un doublage, je sais pas, de John Kennedy dans les années, je sais pas trop quoi, il y a tu vois, un vieux discours. J'aurais pu faire ça même en noir et blanc, parce que tout simplement, il n'est pas disponible en français et qu'il a du sens même aujourd'hui, quoi. Et que pourquoi 300 millions de francophones n'y auraient pas accès en français, tu vois? Clairement. Tu vois, tout simplement, quoi. Yes. Tu crées des trucs. Que trouves-tu de positif dans les moments que nous traversons, fils de pangolin? Qu'est-ce que je trouve de positif? Alors, moi, je suis pas un pessimiste, hein. Moi, qu'il se soit pas passé un truc hier m'a pas brisé le cœur, hein. Puisque moi, mais je pense que les autres aussi, en vrai, hein. Je vois le truc beaucoup plus largement que ça. Je vois à quel point le masque il est tombé. Tu vois, cette année, quoi, du pouvoir profond. À quel point il est visible aujourd'hui, tu vois, et à travers leurs bras armés comme Twitter ou des grosses superstructures de la Silicon Valley, tu vois. Donc en fait, moi, je suis assez optimiste sur le long terme. Je dis pas que demain on va pas en baver, mais sur le long terme, si on en bave demain, c'est parce que les mecs en face, ils emmènent pas large et qu'ils cherchent à. En fait, il y a un truc toujours positif. Je me dis que si on te ment, c'est que c'est très bon signe. Tant que le gouvernement te ment, c'est que c'est bon signe. Puisque, dis-toi bien que il y a beaucoup de gens ici qui nous écoutent qui ont compris que c'était une dictature qui disait pas son nom, tu vois, qu'on n'était pas en démocratie, en vérité, mais que le pouvoir te ment et te fait croire qu'il est en démocratie. Tu vois, c'est paradoxal quand même. Parce que tu te dis, mais si vraiment les mecs étaient sûrs de leur pouvoir, ils te diraient droit dans les yeux, nous sommes en dictature et tu vas filer droit. Tu vois? Et pourquoi ils le font pas? Parce qu'en fait, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas avoir ce privilège ou ce luxe de le faire. Parce qu'en fait, on va tous leur sauter à la gorge. Parce que sur les bancs de l'école, on apprend à nos petites têtes blondes, tu vois, ou pas blondes, tu vois, que en fait, c'est la démocratie. Et que d'ailleurs, les pays qui font pas la démocratie, boum boum, on leur explose la tronche, tu vois. Donc le problème, c'est que tant qu'on te ment, ça veut dire qu'ils ont peur que les gens découvrent la vérité et qu'on est de toute façon, au fur et à mesure que le temps s'écoule, en train de la découvrir, parce que Internet permet la synthèse de l'information, de recalculer le passé pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, toujours en essayant d'éviter de traiter l'actualité à l'instant T. C'est compliqué, hein, tu sais, de lire le moment présent tel qu'il est. C'est dur, hein. C'est un des exercices les plus difficiles. Il Voire impossible. Bah oui, parce qu'il faut être omniscient, j'ai envie de te dire quasiment, tu vois. Et personne l'est. Il y a trop de données, trop d'informations. Et c'est pour ça que personne n'est objectif non plus. Parce que l'objectivité implique l'omniscience, tu vois. Enfin, à mon sens. Je partage. Mais des gens qui m'ont dit, ouais, t'es pas objectif dans la sélection de tes vidéos. Non, je suis pas objectif. Évidemment que je suis pas objectif. J'ai une vision du monde, toi t'en as une, et à peu près tous les journalistes qui peuplent ces putains de terres ont un point de vue sur le monde, et donc ne sont pas objectifs. Donc l'objectivité du journaliste, c'est un mythe qui n'existe pas. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, c'est une légende. Il n'y a pas d'objectivité journalistique. Il y a de l'honnêteté. Tu vois, il y a de l'honnêteté en tant qu'individu, tu vois, en tant qu'être humain. Tu vois, est-ce que moi je recherche quand j'écoute des informations, c'est avant, je vais peut-être faire bondir des gens, mais avant de l'exactitude, c'est d'abord l'honnêteté. Alors ensuite, évidemment, après, c'est l'exactitude, il faut que ça reste exact, mais j'en voudrais pas à une personne honnête de se tromper. Par contre, je cherche automatiquement à débusquer celui qui va me mentir délibérément. Lui, je l'évite comme la peste. Et si un jour il me ment délibérément, je le cancel de mes sources, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on recherche, de l'honnêteté. Qu'on se trompe, c'est une chose. Qu'on se rectifie par honnêteté, parce qu'en fait, un homme honnête restera toujours un homme honnête. Tu fais une erreur, tu te rectifies et tu dis je me suis trompé. Et c'est tout, et c'est réglé, quoi, tu vois. On peut pas apprendre sans se tromper, tu le disais au tout départ, tu vois. C'est une condition obligatoire à l'apprentissage.
C'est obligatoire. Ok. Voilà. Je pourrais parler Merci. des heures de ça parce que ça me passionne, hein. Je Bref, t'en prie. alors, question. Si demain, il quitte Google et autres systèmes douteux, prévoit-il une ou plusieurs vidéos pour recommander des solutions alternatives? Attends. Si demain, il quitte Google et autres systèmes douteux, prévoit-il une ou plusieurs vidéos, plateformes plutôt, non? Il veut dire? Non, est-ce que tu vas faire des vidéos pour expliquer quel outil on peut utiliser comme alternative et pour se libérer de ces GAFAM? Ben Des oui, alors, vidéos, des tutos ou des listings en fait pour référencer en fait les nouveaux outils sur lesquels on doit s'émanciper. par exemple, des trucs de messagerie ou des choses comme ça? Ouais, messagerie, montage vidéo, diffusion en ligne de vidéos, Alors, réseau social. il y a un truc là, tu sais, il y a une espèce de proverbe qui dit, je sais plus trop c'est quoi le proverbe, mais donne un poisson à quelqu'un, il va manger un jour, apprends-lui à pêcher, il va manger toujours. Un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, j'ai envie de dire à la personne qui me pose cette question, bah, si tu cherches une messagerie cryptée, bah, tu cherches dans un moteur de recherche messagerie cryptée, regarde ce qu'en disent les gens, regarde des tutos sur tout ça. Parce qu'en fait, je pourrais faire, j'en ferai une, hein. Évidemment, je ferai quelques trucs pour dire un jour, je ferai une espèce de fac pour un peu synthétiser tout ça. Mais en fait, l'information, elle est déjà là. Il y a déjà des gens qui font des revues sur des messageries cryptées, il y en a plusieurs, sur des systèmes alternatifs. En fait, la réponse est là. La réponse est quelque part. Elle est facile à trouver, il suffit de taper les bons trucs à chercher. Mais sinon, pour de la messagerie, il y a ProtonMail. Pour la vidéo, on a parlé de Rumble, d'Odyssey, de Peertube, d'Etube. Il y a tout un tas de services gratuits aussi qu'on a découvert aussi récemment, comme Canva, qui est vraiment super. Moi, pour la vidéo, j'utilise DaVinci Resolve. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, moi j'utilise Caden Live. DaVinci Resolve, c'est gratuit. C'est un logiciel professionnel qui est toujours utilisé par l'industrie du film hollywoodien pour ses outils colorimétriques très précis. Et c'est gratuit. Il fonctionne sur un système où, bah, honnêtement, moi, tout ce que j'ai fait en vidéo, j'ai utilisé DaVinci Resolve dans sa version gratuite. Il y a une version payante, mais qui en vérité correspond à une utilisation beaucoup plus professionnelle sur des outils très particuliers, quoi. On n'a pas besoin de l'utilisation payante. Ça marche très bien comme ça, quoi. Mais ça sert à rien de prendre Première. Ça sert à rien de chercher à craquer Première ou je sais pas quoi. Première. Enfin, ça sert à rien. Il y a des logiciels gratuits qui sont basés sur des technologies de programmation beaucoup plus performantes. Première, c'est devenu un dinosaure, quoi. Enfin, moi, j'ai quitté Première cette année parce que je me suis dit, waouh, j'ai découvert DaVinci Resolve. J'ai fait d'accord. La Première, ils sont bien loin, hein. Ils sont bien, bien loin. En fait, ils jouissent de leur réputation, de leur nom, de Adobe. Tu vois, Yes. et c'est Photoshop, par exemple. Bah, si tu n'as pas envie de payer Photoshop, il y a un site qui s'appelle Photopea. Et bah, franchement, c'est une tuerie. C'est Photoshop en ligne. Tiens, regarde, je te le marque. Photopea.com. Et en fait, tu n'as rien besoin d'installer. Juste, tu vas sur photopea.com et tu retrouves l'interface de Photoshop. Dedans, Et tu ça peux mettre. suit en termes de calcul, ouais. Ouais, bah en fait, Ok, tu peux ouvrir un PSD local. ok. C'est extraordinaire. Mais ouais. Et en fait, tu peux accéder à Photoshop de partout. Et c'est un mec tout seul qui a programmé ça, ce qui est complètement incroyable. Yes. C'est un mec tout seul qui a refabriqué Photoshop, alors que Photoshop sont une équipe de je sais pas combien de mecs à développer le truc, tu vois, et ils te prennent je sais pas combien. Enfin, il y a un moment donné, enfin, bref. Alors, connaissez-vous des soldats numériques dans d'autres pays qui font le même travail que vous? Alors, c'est vrai que je manque de connexion avec d'autres pays, avec des gens d'autres pays. Moi, personnellement, je manque de connexion. Mais en même temps, il faudrait qu'on soit bien structuré, certainement en France, ou qu'on ait des outils plus performants. Par exemple, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire et qu'il faut qu'on fasse absolument. Il faut que ça intègre la prochaine version de Trad.pub. Il faut absolument que les gens puissent produire des transcripts en français et qu'on ouvre une espèce on va dire, un endroit qui serait en anglais et qui permettrait à des gens du monde entier de récupérer des transcripts, des traductions en anglais de ce que dit Raoult, par exemple. Mhm. T'imagines? Est-ce que tu imagines ce que ça pourrait provoquer dans le monde? C'est-à-dire que des gens pourraient entendre, on pourrait avoir des doubleurs en anglais, ou même des sous-titres en anglais, tu vois, enfin des sous-titres en anglais, ou même des doubleurs, je veux dire, qui doubleraient Raoult en anglais. Hmm. Parce que Clairement, c'est son une pure discours idée. ne s'exporte pas, tu vois. Et c'est un vrai problème. Nous, on a la capacité d'écrire des transcripts en français, puisqu'on parle le français. C'est-à-dire qu'on pourrait bâtir une armée de gens qui retranscrirait en français ce que dit Raoult avec point, virgule, la ponctuation. Il traduirait ça en fait dans DeepL en anglais, tu vois, et il fournirait déjà un travail à 90% pré-mâché pour la personne qui va arriver derrière.
pour avoir en fait le discours de Raoult. Moi, je trouve ça un peu dommage que Raoult se soit pas autant exporté. Ou que même je parle de Raoult parce que il s'est beaucoup exprimé et que c'était un des acteurs importants de cette année, tu vois, même encore aujourd'hui. Mais il y a plein de personnalités françaises qui mériteraient d'être traduites en anglais. Exportons l'information française, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais pour le faire, il faut créer la structure pour le faire. Il faut que sur trad.pub, il faudrait que ce soit autre chose complètement, tu vois. Genre export French, export FR, ou tu sais, un truc assez basique, tu vois, sur lequel nous, on aurait une raison de contacter des homologues étrangers en leur disant hey, regardez ici, parce que nous, on cherche de l'information de médecins espagnols, de médecins anglais, qui ont un truc, qui ont vraiment des choses à dire. Et je pense que à l'étranger, ça doit manquer cruellement l'information que nous, on pourrait exporter en français, quoi. Tout à fait. Voilà. Surtout qu'en plus, un grand bravo à l'IHU et en particulier à Didier Raoult parce que leur chaîne avait commencé, je crois, autour de 30 000 abonnés au début du Corona Circus. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 350 000 abonnés, je crois. Et ces vidéos font quasiment entre 500 000 vues et 1 million de vues en une grosse semaine. Donc, Ouais. il a développé une audience et donc, il a la capacité d'influence grâce Bien à cet outil. Et on voit qu'ils ont été intelligents. Et comme il nous le dit souvent, nous avons le droit d'être intelligents. Une autre question de Denis? Denis, il peut me joindre en PV. En fait, oui, bien sûr, tu peux me joindre en PV. Après, le problème, c'est pas faire l'arrogant, mais le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens m'écrivent et surtout beaucoup de gens m'écrivent, mais surtout, je suis sur plus de plateformes que la plupart des gens qui regardent, puisque nous, on se doit d'être sur toutes les plateformes, tu vois. Donc, des gens m'écrivent, mais de partout, tu vois. Moins qu'avant sur mon mail. Avant, je recevais des centaines de mails par semaine. Maintenant, c'est fini parce qu'en fait, il y a plein de traducteurs et de doubleurs. En fait, la machine est devenue efficace, tu vois. Donc, en fait, j'ai plus besoin de recevoir ces mails. Mais oui, il peut me contacter en privé. S'il veut bosser avec moi, ça dépend sur quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Denis? Eh bien, il contactera. D'accord, voilà, ça dépend ce qu'il fait, quoi. Ça dépend ce qu'il fait. Un conseil de lecture? Hmm. L'autobiographie de Nikola Tesla? Je sais pas. J'ai pas beaucoup le temps de lire. Alors je lis hein, évidemment hein, sur un conseil de lecture en termes de livres. Hein. Oui, je Ouais, bien pense, sûr, j'imagine. forcément quoi, pas de blog. Hein, on est d'accord. Je lis assez peu. J'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Je suis toujours en train de bosser sur l'ordi, en train de faire des trucs comme ça quoi. Et quand je fais pas ça, je m'occupe de mes enfants parce que j'ai 3 gosses quoi, dont un bébé en bas âge. Et donc tout mon temps, je le mets à disposition de la création du site pour qu'il sorte le plus vite possible de l'autre site qui va sortir derrière et de la refonte de trad.pub. Parce que je leur dis encore, hein, je fais pas de doublage parce que je pense que vraiment c'est plus important de faire ça pour moi aujourd'hui parce que j'ai la capacité de le faire et que je me suis déjà engagé là-dedans. Donc je pense que c'est plus important de le faire, de donner des outils aux gens. Si je peux faire économiser 1 heure, ça va être la cité de la peur. Faut me faire économiser 1 heure à 1000 personnes que moi j'économise, tu vois, tu vois le délire. Ce que je vais faire va faire économiser beaucoup de temps à beaucoup de gens. C'est ça le truc. Et donc forcément, en termes d'efficacité sur le groupe, j'ai le sentiment d'être plus performant comme ça. Si je considère que j'ai fait économiser, je sais pas, 20 000 heures sur, je sais pas, 100 000 personnes, tu vois. Tu vois? Ah, c'est une super manière de penser. Moi, Ouais. l'informaticien avec qui je bosse, il pense comme ça. Et en fait, des fois, j'ai uploadé des vidéos pendant, je sais pas, j'ai passé 40 heures à transférer des vidéos d'une plateforme à une autre. Puis après, au bout de 20 heures, il me dit, mais tu sais que je peux te mettre un import par URL? Ah, je fais, ah ben ouais, ce serait cool. Et donc, Bah en fait, oui. il m'a fait gagner 20 heures et lui, ça lui a pris 4 minutes 22, quoi. Bah oui, et c'est de la technologie parce que qu'est-ce que c'est que l'eau courante, un robinet, si ce n'est que de t'éviter d'aller chercher de l'eau au puits et que tu perdes ton temps à aller faire ça. Qu'est-ce que c'est Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est qu'un tracteur, si ce n'est que d'éviter que 90% de la population soit dans les champs? Tu vois, à trimer pour faire un truc, finalement, on a inventé le moteur, tu vois. Et finalement, on te sort un peu de l'esclavage, quoi. Parce que je dis pas que c'est pas bien de bosser dans un champ, mais je dis que moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Pour moi, ce serait de l'esclavage, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. Euh, c'est l'éternel débat de l'homme des cavernes entre guillemets. J'aime pas trop cette expression parce que
ou de l'homme qui commence à chasser et qui un jour il trouve une caverne et il est plus obligé de construire un truc pour s'abriter. Enfin, non, c'est un peu débile ce que je dis. Mais non, mais c'est stupide, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'émancipe, on récupère notre temps par la technologie. Voilà. Et eux, le pouvoir a bien compris ça et il s'occupe très très bien à ce que ton temps, à ce que tu ailles bosser. C'est pour ça que les factures augmentent, c'est pour ça que tout augmente, alors qu'en fait, la logique voudrait que ça baisse. Tu vois, on a du mal à comprendre pourquoi les billets de train augmentent à une époque où on ne fabrique plus, tu sais, on fabrique plus de chemin de fer aujourd'hui. On fait plus On les des rails ferme. de On les ferme, on a mais divisé ouais, par 2 le nombre de kilomètres de chemin de fer en 50 ans en mais France. oui, et Divisé par 2. c'est bizarre qu'à une époque où il fallait fabriquer les chemins de fer et en plus vendre des billets et que tout ça soit rentable, enfin rentable, que ça fonctionne en tout cas, et ben ça a marché. Et puis au fur et à mesure que il y a moins en moins de choses, alors je dis pas l'entretien ça coûte cher, mais t'as pas besoin, enfin toute l'infrastructure est là, quoi. Comment ça peut coûter de plus en plus cher? Tu vois, moi, ça me fout en rage, tu vois. Le prix de l'électricité augmente, le prix du gaz augmente, je sais pas quoi. Mais moi, en vrai, je suis sûr qu'il y a absolument moyen que l'électricité soit gratuite en France. Mais on Mais a le la problème, c'est réponse. que le pouvoir, lui, ne veut pas que l'électricité soit gratuite. Parce que le pouvoir, lui, il veut que tu ailles bosser. Il veut que tu utilises ton temps. Parce que si tu es chez toi, et d'ailleurs, c'est le revers du confinement, hein, c'est que les gens se mettent à chercher chez eux. Tu vois? Ça, c'est le revers de la médaille. Tu veux enfermer les gens, d'accord, mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont chercher sur Internet, et puis 4 mois plus tard, tu as hold up, et puis tu as les mecs sur les plateaux qui sont obligés de faire du damage control en disant attention, ouais, complotiste, machin. Tu vois, c'est le revers de la médaille, tu vois. Ils sont en plein damage control. Ben voilà, vas-y. Il y a pas mal de Questions questions. suivantes. Il y Vas-y, en a 5 ou envoie. 6. Ouais, je prends une petite dernière. Faut que je sois plus Après, je rapide. vais. T'inquiète, je vais te laisser. Bien, on va bientôt arriver à la fin de notre échange. Hein. Il y a eu pas mal de questions sur Firefox. Il y en a eu au moins une dizaine, donc je me permets de te poser la question. Oui. Moi, je suis passé sur Firefox, les gens demandent, demandaient vis-à-vis de leur position qu'ils avaient pris là récemment à la fin des élections. C'est de la merde comme position. C'est pourri. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Non, mais à la base, c'est un navigateur web que je pensais qui était libre aussi, qui faisait partie du monde du libre en fait, au début, moi, je croyais. Ouais, mais tu sais, YouTube, au départ c'était libre. Hein. J'ai envie de te dire, au départ, c'était dire, bah ouais, tout le monde peut s'exprimer, quoi. Mais au fur et à mesure, bah, Firefox, tu sais, une structure, elle se fait, infiltrer de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ce qui fait qu'au départ, tu as des gens qui donnent à bouffer à des pauvres dans la rue, tu vois, les restos du cœur. Et puis à la fin, bah, tu as quoi? Tu as juste un tas de célébrités en mal de célébrités qui viennent faire leur promo. Et en fait, c'est tout. C'est tout, quoi. Enfin, c'est toute structure est amenée en fait à travers le temps à être dénaturée de ce qu'elle était au départ. Enfin, moi, c'est ce que je remarque avec beaucoup de structures dans plein de domaines différents. Et concernant Firefox, moi, je suis passé à Brave, B-R-A-V-E. Je vous invite à utiliser Brave. Vous pouvez sur Brave utiliser en fait la navigation privée qui vous fait passer par Tor, qui est quand même un truc de ouf, quoi. Et il y a aussi Gab qui a lancé un navigateur. Alors eux, ils ont eu une idée complètement. J'ai pas encore testé, mais l'idée que moi, quand j'ai écouté le CEO de Gab, le PDG de Gab, expliquer ça, j'ai hurlé de rire. J'ai éclaté de rire. J'ai fait, waouh, l'idée elle est excellente. Et en fait, l'idée c'est que tu peux aller, tu navigues avec Gab, et par exemple, si tu vas sur le site de CNN, et ben en fait, les gens qui naviguent avec Gab peuvent laisser en fait un commentaire sur le site de CNN. C'est génial. Mais oui, c'est extraordinaire. On a bien vu que le commentaire, au début de l'Internet, quand les médias sont arrivés sur Internet, les mass médias, ils ont fait ouais, regardez, vous pouvez commenter, c'est génial. Tu vois. Puis les gens ont commencé à commenter. Ils ont fait en fait, non, commentez pas, vaut mieux pas, parce qu'en fait, ils se font défoncer dans les commentaires, tu vois. Donc en fait, ils ont coupé les sections commentaires, ce qui fait que maintenant, bah, en fait, c'est de la presse papier. Tu vois, ça apparaît, et puis en fait, tu peux plus commenter, tu vois. Tu ne peux plus rien dire. Et donc, c'est quand même incroyable. Et donc, le navigateur de Gab permet de venir commenter BFM, si tu veux. Donc, le prochain mec qui arrive, qui navigue avec Gab, il va dire, bah ouais, BFM, il pourra lire le commentaire et BFM ne pourra pas enlever le commentaire. Parce qu'en fait, c'est intrinsèque à Gab. C'est génial. C'est une superbe idée, ça. On est créatif quand même à la Résistance. Allez, une dernière petite question et après, je te laisserai un petit mot de la fin parce qu'il est bientôt 22h30. À quoi? Elle te demande est-ce que ça fait longtemps que tu as pris la pilule rouge? Ouais. Et est-ce que ça fait combien d'années? Et est-ce que tu regrettes pas, quoi? Ah oui, d'accord. Non, parce qu'en fait, d'ailleurs, tu l'apprends sans t'en rendre compte. Enfin, après, à mon avis,
plus on va avancer dans le temps loin, plus la pilule rouge, elle sera grosse à avaler, tu vois. Moi, ça c'est clair. toi, ça fait longtemps que tu cherches, on en parlait, ça fait longtemps que tu es là, tu vois. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, mais ça fait longtemps que je cherche. J'étais dans l'ombre de moi-même depuis longtemps, tu vois. Et j'ai commencé, le début de la pilule rouge, elle a commencé en 2008 avec la crise des subprimes. Voilà, quand est-ce qu'elle a Beaucoup de commencé. gens d'ailleurs, hein. Il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés parce que j'ai fait beaucoup de marchés dans la rue et souvent je demande aux gens c'est quoi qui vous a fait prendre conscience et j'ai eu beaucoup de retours sur la crise de Ça, 2008. Je te laisse. j'aimerais bien en parler d'ailleurs de ça, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais en privé, et j'aimerais bien expliquer ça aux gens, comment ça s'est passé. Je t'en Euh, prie. ouais, en fait, en 2008, il y avait la crise des subprimes et j'étais assez jeune, tu vois, donc j'allais dans des soirées avec des potes et tout, tu vois. Et puis les gens parlent, ah ouais, la crise des subprimes, tu vas en famille, les gens parlent de ça et tu entends tout le monde autour de toi qui parle de ça, à la télé, tout le monde parle de ça. Et moi, j'avais du mal à comprendre comment une crise immobilière aux États-Unis pouvait créer un problème mécanique en France qui fait que des gens ne pouvaient pas embaucher. Je me suis dit, mais où est le lien de cause à effet? Tu vois, je comprends pas, tu vois. Et quand je regardais la télé, je comprenais pas. Personne n'expliquait véritablement comment ça se passait, tu vois. Enfin, j'arrivais pas à comprendre, alors que tu pouvais regarder la télé pendant des heures, tu vois. Et dans les cercles de gens qui en parlaient, qui avaient l'air de connaître leur sujet, je leur posais la question, ils étaient incapables de m'expliquer, tu vois. Oui, bah tu comprends, c'est la crise, les subprimes, blablabla. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, je suis pas plus con qu'un autre. Je suis allé sur Internet, j'ai ouvert Wikipédia et j'ai tapé subprime. Enfin, j'ai tapé subprime dans Google, je suis tombé sur Wikipédia, j'ai commencé à lire ce que c'était. Et le premier mot sur lequel j'ai buté, qui était la titrisation, eh ben, je me suis enfoncé un peu plus dans le fractal des explications, tu vois. Et une fois que j'avais compris titrisation, je suis revenu à subprime, puis j'ai continué la suite de la phrase, tu vois. Et ça pendant à peu près une semaine, tu vois, pour essayer de comprendre mécaniquement comment ça marchait, tu vois. Et tu trouves ce que tu cherches, tu finis par comprendre comment ça marche, tu vois. Parce que si c'est ce que tu cherches, tu vas finir par le trouver, tu vois. Et je finis par comprendre comment ça marche, et je me rends compte, et là c'est là la première leçon, la première grosse tartine de ma vie, tu vois, c'est qu'en fait je prends conscience que les gens parlent sans savoir. Que tu te retrouves dans ces mêmes soirées avec les gens, et ces gens parlent sans savoir. Non mais attends, non seulement ils parlent sans savoir, Et ils sont mais sûrs d'eux. Ils sont oui, sûrs ils parlent d'eux. avec une autorité incroyable, avec une posture de vérité dans la gestuelle, dans le non-verbal, qui est Ça me que rend fou. mais oui, et tu te rends compte de ça, et tu leur dis, mais tu leur poses une question ou deux, mais tu comprends que ça, machin. Tu fais oui, mais la crise, et il revient avec des mots génériques comme ça, tu vois. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est là que tu comprends que les gens parlent sans savoir. Et que le pire dans tout ça, c'est que les gens qui en savent pas plus, les écoutent. Et là, c'est waouh, tu vois tout se produire comme ça, tu vois, dans la soirée, tu fais, mais le désastre. Et après, tu regardes la télé et tu fais l'expert à BFM qui parlait de la crise des subprimes, tu l'écoutes et tu fais, mais petit enfoiré, mais t'es en train de mentir. Tu vois, parce que d'un seul coup, tu t'es mis au niveau du garagiste et que le garagiste, il est en train de te parler, en train de t'expliquer comment ça marche, et tu fais, mais mec, tu mens, je sais réparer ma bagnole. Tu vois, donc le mec, t'auras beau mentir sur la mécanisme des subprimes de comment ça va se passer, quel est le problème, mais tu mens parce qu'en fait, je me suis mis au même niveau que toi, tu prétends être, mais sauf que toi, tu es payé pour baratiner et que maintenant, je vois que tu mens. Mais pour ça, il fallait que je comprenne. Tu vois, si tu restes dans le jargonnage de l'expert et que tu te laisses jargonner la tête, tu peux pas y arriver. Et le truc, je l'explique comme ça, c'est-à-dire que la seule façon de ne pas te faire avoir par ton garagiste, si tu cherches un garagiste honnête, c'est de toi-même connaître l'automobile. Parce que sinon, tu n'auras jamais aucun moyen de le savoir. Aucun. Le mec, il pourra te dire, tu comprends, c'est la bielle sur le vilebrequin qui est branchée sur l'arbre à canne de je sais pas quoi. Même moi-même, j'y connais rien, toi, je te raconte n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça, ce que je te raconte là tout de suite, face à un mec qui connaît pas du tout l'automobile, si je suis assez habile en non-verbal et en jargonnage, le mec, il va croire que je connais l'automobile. Et c'est une catastrophe, tu vois. C'est une catastrophe. Et Donc voilà. c'est ce que détestent les médecins aujourd'hui, où les patients aussi commencent à poser des questions à leurs médecins parce que Exactement, ça remet en leur cause leur santé est autorité. importante et c'est légitime. Et ils Imagine, tu acceptent remets en plus cause d'accepter. l'autorité du prêtre, alors qu'en fait, un médecin, bah, c'est quelqu'un qui a fait des années d'études et qui après, s'il se met pas à jour, va s'encrouter dans ses connaissances, au même titre que les miennes, que moi j'ai appris. Bon, les miennes évoluent plus vite, hein, c'est de la programmation, ça évolue plus vite quand même. Mais un médecin pas à jour, enfin un individu qui est médecin et qui se met pas à jour reste un médecin pas à jour. Et en fait, si lui il va pas chercher quelles sont les controverses dans sa propre discipline, bah ça va être un mauvais médecin, quoi. Fatalement, hein. C'est une fatalité, quoi.
Yes, fils, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, ça a été une grande joie vraiment de partager cette première émission des soldats numériques avec toi. Vraiment, je m'y attendais pas et je suis content d'être aujourd'hui dans tout ce réseau qu'on est en train de tisser. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier point, dire quelque chose qui te paraît important, un petit mot de la fin? Bah alors, j'espère que je suis le premier d'une grande lignée, tu Ouais, vois, qui c'est vont une série suivre que je vais dans ton faire émission. plusieurs Ouais, fois par voilà. semaine. Voilà, exactement. Que moi, j'aimerais beaucoup entendre tous les autres doubleurs en interview. J'aimerais beaucoup savoir ce qui les motive. Bah, je connais un petit peu, tu vois, mais j'aimerais beaucoup que tu reçoives Jeanne, que tu reçoives la Croix du Sud, que tu reçoives Sandra Niquette, que tu reçoives Miniver s'il veut bien, que tu reçoives, enfin tous les gens s'ils veulent bien, tu vois. Mais que tu reçoives tout le monde un par un, tu vois, et que tous ces gens inspirent d'autres gens, quoi. Voilà, montrer qu'on est nombreux, qu'on est tous des individus séparés mais unis, tu vois, euh, et, euh, et motivés à la création de chaînes, recréer l'effet d'écho médiatique qu'on se prend dans la tête tout le temps, quoi. En fait, il faut flouder l'information. Flouder, c'est-à-dire il faut comme le naufrage, tu vois, là, il faut flouder. Je sais pas comment traduire. Inonder, pardon, inonder. Inondé. Ok. Génial. On peut évidemment te retrouver partout, hein, sur tous les réseaux libres aussi, mais tu es encore sur Twitter, tu es encore sur YouTube, sur Facebook. Oui, je Tu es aussi publierai bientôt pour le site InfoVF et pour réunir tout le monde et ça va être vraiment cool, quoi. voilà. Et on peut aussi te soutenir, voilà, parce que c'est important de savoir Alors, que dans tout ce une chose, rapport de force entre les ouais, médias, il ouais. va falloir qu'on trouve aussi une réalité financière, enfin des viabilités financières qui nous permettent d'être puissants sur du long terme. Alors moi j'aimerais parler justement à ce sujet. Les gens qui me soutiennent, ça me fait très plaisir, mais sachez qu'il y a des gens qui sont pas peut-être aussi doués en communication ou qui sont arrivés après, qui sont pris la censure de plein de fouets, qui n'ont pas eu le temps de se construire en communauté. Je pense à toutes les chaînes de doublage et de sous-titrage surtout qui ont moins de visibilité. Et oui, ils font un travail qui est tout aussi, qui est le même en fait. C'est ça le truc, je parle en termes de doublage, qui est exactement le même. Et il faut absolument aller soutenir ces gens-là qui ont sur leur Tipeee 30 balles, 50 balles. Moi, ça me fait mal au cœur. Tu vois. Hmm. Et je veux vraiment voir ces gens pouvoir créer leur activité. Et d'ailleurs, il faudra que j'en parle avec eux, mais sur InfoVF, peut-être que je mettrai le lien, en fait. Mais il faut que j'en discute avec eux de leur PayPal. Bon, ils ont déjà la description. Hein, la description s'affiche sous la vidéo, tu vois. Mais est-ce que j'officialise le truc en mettant un lien à côté des réseaux sociaux en disant vous pouvez soutenir telle personne, tu vois. Mais surtout, mettez pas vos œufs dans le même panier, tu vois. Si vous allez me donner 10 balles sur Tipeee, en fait, me donnez pas 10 euros. Vous faites 1 euro, même pas pour moi d'ailleurs. En fait, vous mettez 10 balles, vous mettez 1 euro sur tous les gens du réseau, tu vois. Si vous cherchez sur Twitter, vous allez retrouver les liens de tout le monde. Vous allez retrouver les chaînes de tout le monde et les liens sont dans les descriptions, tu vois. C'est pas possible que ça reste comme ça, tu vois. C'est pas possible que moi je capte des centaines d'euros sur mon Tipeee et que des gens restent à 30 balles alors qu'ils envoient du pâté toute la semaine, tu vois. Il faut, il faut qu'ils communiquent mieux, certes, tu vois. Mais il faut que les gens, ok, fils de pangolin, c'est bien, mais tu vois, en ce moment, moi je travaille sur mes sites. J'ai le budget pour les faire. Les dons, ils servent à ça. Tu vois, je les ai reçus avant, donc bah, j'utilise l'argent des dons pour faire ça. J'ai pas besoin de plus de dons pour l'instant. Si j'ai besoin d'argent, je le dirai. Tu vois, je dirais, bah voilà, j'ai un nouveau projet, ça nécessite des sous. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de me donner plus que ce que j'ai. Franchement, je vous assure. Eh bien, merci pour ton humilité. D'ailleurs, on parlait de logiciel libre, donc je me permets quand même de rappeler qu'il y a une alternative à PayPal et à Tipeee qui s'appelle LibraPay. Donc, moi, j'ai créé mon compte sur LibraPay il y a maintenant quelques semaines. Et donc, l'avantage de LibraPay, c'est qu'il n'y a pas de commission. C'est simplement des pourboires qui sont libres, libres à chacun qui participe à LibraPay, quoi, et qui soutient un créateur artistique, informaticien, vidéaste, peu importe. Et donc, merci vraiment pour cette humilité, pour cette posture très humaine. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là chez toi aussi. Je pense que c'est une qualité qu'il faut qu'on développe tous au maximum parce que le but, c'est pas de devenir des gens remplis d'ego, qui ont la grosse tête, qui veulent tout écraser sur leur passage. Au contraire, tu montres très bien l'exemple. C'est ce que tu disais en début de cet échange. Montrer l'exemple pour inspirer les autres, c'est la meilleure manière de convaincre. L'attitude, ouais, bien sûr. J'y crois beaucoup à ça. Hein. Parce que je l'ai vu, je l'ai constaté.
Et en tout cas, tu es dans le cœur et dans les fils d'actualité de nombreux d'entre nous. Et on espère que même si tu fais moins de doublage, on aura quand même l'occasion encore de voir certaines de tes productions et de continuer, dans tous les cas, à te soutenir parce que le travail que tu fais derrière le rideau, qui est de créer des sites comme TradPub ou comme InfoVF, c'est pour moi des outils, comme tu l'as très bien expliqué, qui démultiplient la puissance de tir qui fait gagner du temps à tout le monde. Et donc, pour moi, c'est une compétence que tu as et je suis heureux de t'avoir avec nous dans notre armée. Et voilà, ce côté vraiment, cette armée qui est solide, qui est solidaire, qui est fraternelle, c'est quelque chose de grand, quoi, frérot. Et vas-y, peut-être qu'on peut faire un cœur à deux avec ton avatar. J'ai essayé de faire un truc de l'armée là, mais à côté. Vas-y de l'autre côté. Attends, je pense pas. Attends, non, ça va être trop compliqué. Ça, j'ai le Leapmotion. T'inquiète, frère. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment. Et ben là, dans les jours qui arrivent, je sais pas, dans 2, 3, 4 jours, là, j'en ai un autre qui va prendre la suite après toi. C'est qui? Je sais pas encore. Je suis en contact avec 2, 3. Je vais voir dès que c'est finalisé avec celui qui est le plus rapidement disponible. Et de toute façon, si j'ai du mal à en avoir certains, je sais aussi que maintenant qu'on est dans le réseau, on se soutient pour la mise en contact. Et c'était vraiment un pur moment de partage, simple, comme si on était Crestre Café. Et ton avatar m'a permis d'échanger avec plus d'humanité, malgré que certains le critiquent, parce qu'au moins j'ai pu te regarder, j'ai quand même vu des choses. Et quand je discutais avec toi, c'était mieux qu'avoir une image fixe devant moi. Ouais, voilà, c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. Et puis c'était aussi parce que je vois pas la nécessité de me montrer. Et puis ça permet, comme tu dis, d'avoir quelque chose à qui parler, tu vois. En plus de la voix, tu vois. Ouais, voilà. T'es beau gosse, hein? Ouais, je ressemble exactement à ça. Et la prochaine fois, tu nous mettras un petit pangolin sur le petit pull, hein? Alors, ça, il faut que je passe par Fiverr pour le faire. Je vais essayer. Je vais essayer d'en créer un, ce serait cool. Carrément. Ça marche. Super. Merci aussi à toute la communauté qui était présente ce soir. J'étais heureux. On était un beau nombre, plus de 600 toute la soirée. Vraiment, ça fait trop plaisir que ça a plu aussi à tous les membres que j'essaie d'informer au quotidien. Et ouais, Akina, il a un groupe sur Akina a un groupe sur Telegram. Oui. Voilà, t'es sur Telegram, t'es sur quoi aussi? Ouais, moi je suis Telegram. Et t'es pas sur Gab encore? Ben non, parce que vu que c'était un fork de Mastodon, j'avais créé Mastodon, mais Mastodon, il y a très peu de communautés. Je suis sur Peertube, Discord, Odyssey, Twitch, Twitter, Mastodon, Facebook, Periscope, VK, Insta et newsletter. Et après, pour nous soutenir, c'est LOASO, PayPal, Lilo, la June aussi, la monnaie libre, et LibraPay pour le Tipeee alternatif. D'accord. Ok. D'accord. Bientôt sur Gab peut-être alors. Ouais, mais carrément. Mais de toute façon, là, on est en train de créer une communauté avec des bénévoles aussi qui vont m'accompagner, la communauté du Front Médiatique. Et de toute façon, cette communauté, elle fait partie de cette grande armée de tous ces soldats du numérique, Digital Soldier, guerriers de l'information. On lâche rien. Merci pour ton enthousiasme, ton positif et ton intelligence aussi, pas que du cerveau, du cœur aussi. À très bientôt tout le monde. Belle soirée. Bisous, merci Akina. la famille. Ciao. C'était Akina sur le Front Médiatique.